Je vais introduire le premier sujet sur la notion de la conception des contenus B2B. Et pour moi, j'ai un truc auquel je tiens, c'est la notion d'au-delà de l'expertise et au-delà de parler des problématiques métiers, de sa connaissance client. Je trouve que c'est important dans le B2B de mettre du fun quand on conçoit des contenus. On a le droit de faire des vidéos rigolotes, même si on est en B2B. Alors vous voyez mon site au début, j'étais là à danser avec mes collaborateurs. C'est pas impossible en B2B, on peut faire des choses qui, sur le fond, soient drôles, où il y a une pointe d'humour, même si on parle d'expertise, même si on parle de choses sérieuses. Moi, c'est dans la conception des contenus, quand on fait des infographies, quand on fait des vidéos, quand on fait des livres ou des articles, etc. Une petite touche d'autodérision et de fun, moi je trouve que c'est important dans les éléments de conception. Et je vais passer la parole à mes collègues sur l'aspect... Je viens rebondir parce que sur LinkedIn, qui est certes une plateforme sérieuse, les posts qui marchent bien, c'est les posts qui vous font réfléchir, les posts qui sont utiles à votre secteur, et aussi les posts qui font sourire. Alors, l'humour, il faut faire attention, certes, mais ça fait partie des choses qui marchent plutôt bien, sachant que vous avez, je continue la question, qui produit le contenu ? Qui produit le contenu? Si vous êtes DIRCOM, si vous êtes directeur marketing, vous poussez certains contenus, mais aussi vos collaborateurs, c'est la force de LinkedIn, c'est l'UGC, si vous voulez, appliqué à l'entreprise, sont eux-mêmes producteurs de contenu. D'où l'importance d'avoir des structures de production pour alimenter vos collaborateurs et aussi les éduquer à la manière de faire de l'écho à vos propres contenus, et puis qu'eux aussi publient des contenus de leur propre chef, qui sont encore une fois utiles, drôles, mais ça fait partie de l'employee engagement, d'être actif sur LinkedIn et donc de produire du contenu B2B. Il y a une stat qui est intéressante, dans les ventes B2B, en moyenne, 6,8 personnes interviennent dans la décision d'achat. 6,8. Donc quand on reprend le funnel marketing classique entre la notoriété, la considération, l'engagement et l'advocacy, sur la partie considération, c'est là que LinkedIn devient intéressant pour pousser le contenu, pour convaincre, en tout cas, à être crédible, 6,8 personnes. D'où l'importance d'avoir des profils d'équerre et bien sûr des productions de contenu, on va dire, aussi relativement encadrées, en tout cas dans une ligne que vous aurez préalablement définie. Alors je rebondis sur le sujet du fun, c'est avant tout un bon moyen de se démarquer. C'est vrai que quand on raisonne B2B, on a tendance à avoir des a priori sur des choses qui sont toujours très sérieuses, dans la réassurance, et voilà, et qui sont pas forcément fun. Donc produire certains contenus fun, c'est avant tout un moyen d'émerger par rapport à sa sphère de concurrence. C'est un moyen aussi de s'ancrer dans la vraie vie, parce que voilà, les contenus qui marchent bien, c'est des contenus qui sont qui parlent aux vrais gens, entre guillemets, et qui donnent un effet miroir à la cible qu'on a envie de toucher. Donc oui, ce sont des choses qui marchent bien. Après, il ne faut pas non plus en faire, comment dire, une gimmick et un seul claim. C'est sûr qu'il ne faut pas chercher le buzz à tout prix, il faut se renouveler, et avoir une petite touche d'humour. Je trouve que, avant d'introduire, et ça je pense que Frédéric pourra nous évoquer ça, le travail sur les personnages, la recherche de sujets, ce genre de choses, et on pourra discuter là-dessus. Sur la conception des contenus, introduire une part de fun, moi je trouve que c'est important qu'on fasse du contenu, ce qui est quand même une discipline, ce qui est quand même fatigant, ce qui peut être usant dans la production de contenu, avoir cette petite touche d'humour et retrouver du plaisir à le faire, moi je trouve que c'est quelque chose d'important. Sauf que là, c'est en boucle, c'est un peu fatigant. Je peux mettre autre chose. Alors, je vais donner un exemple concret. En fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas très longtemps, en fait, nous, chez Locan, avant que j'arrive, on était très livre blanc hyper sérieux. Et vous regardez les livres blancs d'il y a 1 an et demi, c'était très vraiment B2B, et c'est le cas de le dire, c'était vraiment très sérieux, il y avait vraiment de l'image, souvent noir et blanc, des trucs corporate avec les gens en costume, etc. etc. Et voilà, et là, voilà l'exemple. Et donc en fait, on est passé de livre blanc qui était vraiment très chiant, il faut vraiment le dire, et on a changé complètement la politique de communication. Et on est passé sur une politique de communication qui est vraiment très, un territoire, on va dire, qui est très fun, et là c'est du pop art en fait, sur tous nos web séminaires, tous nos supports, on a décidé de changer en fait cet axe-là, et rendre un truc beaucoup plus fun. Et rien que le fait d'avoir cette pochette-là, enfin c'est un livre blanc papier, qu'on a sorti lors des salons, les gens disaient « Ah, ouais, c'est quoi ça ?»
C'est vraiment intéressant parce que ça permet de sortir du lot et pas de rester dans ce truc B2B comme tous les autres ont fait un développement qui est vraiment pas bon. Donc moi je vous invite vraiment à essayer de mettre un petit peu plus de fun, d'émotion, et dites-vous, est-ce que vous avez envie de lire vos propres contenus? Ça a l'air tout con, mais est-ce que quand je le vois, c'est sympa? Donc là, c'est un truc essentiel. Et on a décliné cette charte graphique-là sur tous nos websem, sur les supports, et c'est important de le faire. Deuxième chose, on a parlé donc de sentiment d'émotion. Ça aussi, c'est également qu'on pratique beaucoup. Par exemple, moi, à titre personnel, de plus en plus, j'essaie de mettre parler aux gens, de ne plus les vuvoyer, mais les tutoyer. Et dire « je ». Alors, le tutoiement est quand même compliqué à faire pour l'instant en France, mais tous les gens qui sont le plus avancés en marketing, surtout en marketing B2B2C ou B2C en tout cas, tutoient les gens. Tous les nouveaux blogueurs français qui sont vraiment en haut de la vague, tutoient les personnes, les youtubeurs, etc. Voilà, vous faites ça, c'est tu fais ça, tu fais ça. Ça permet d'avoir vraiment plus de relationnel. Et également, passer sur de l'émotion. L'émotion, c'est quoi? Nous, on le voit avec notre DG, qui fait sa newsletter tous les mois. Dans sa news, en fait, il met vraiment de l'émotion. Il dit, voilà, ce qui m'a énervé ce mois-ci, ce qui m'intéresse. Gabi l'a d'ailleurs fait plus tard qu'il y a 2 jours, en disant, voilà, ce qui m'énerve avec le growth hacking, c'est tout ça. Mettre de l'émotion, c'est essentiel, parce que c'est là que vous allez avoir le débat. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines de ça, il y avait ce Digital Corsair, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Franck Gauthier. Ouais, Franck Gauthier, qui avait fait encore un débat social selling, branded content, personal content, voilà ma vérité, voilà ce qu'il faut dire. Et ça a entraîné tout à fait un gros échange. Ton post encore, il est en train d'avoir des commentaires tous les jours, donc mettre de l'émotion, c'est essentiel. Je vais un petit peu tempérer quand même, tout dépend de l'ADN de la boîte, de votre identité de marque. Certes, il faut faire cerveau gauche, cerveau droit, mais bon, sur LinkedIn, quand vous voulez connecter les gens, c'est bien au début, quand vous ne les connaissez pas, vous voyez, de tenter éventuellement le smiley au bout du deuxième échange, et il y a une gradation du degré de personnalisation, en fait, du degré de proximité qui peut arriver au tutoiement. Et je pense qu'on parle beaucoup des millennials aujourd'hui. Si IBM se met à tutoyer les millennials, je ne suis pas sûr que ça passe vraiment non plus. Donc il y a un côté de respect, je me souviens, mais quand vous voyez quelqu'un, c'est soit quelqu'un qui est à votre niveau, quelqu'un qui est au-dessus. Quand vous tutoyez, c'est ce même niveau, soit c'est quelqu'un en dessous. Vous vous rappelez, quand on était enfant, on tutoyait, vous voyez l'instituteur. Donc attention quand même à ça, c'est vrai que quand on passe à l'anglais, il y a moins ce problème-là du tutoiement. Mais encore une fois, l'émotion, oui. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment sur LinkedIn, ce qui buzz pas mal, c'est les fautes. Témoignages un peu ironiques d'histoires de personnes, oui, ma mère me battait, etc. J'ai échoué 5 fois au bac, et j'ai monté ma boîte, et j'ai réussi. Alors bon, il y a Jack Ma, en Chine, qui a très bien fait ça, certes, mais c'est devenu même une risée aujourd'hui sur les posts, donc attention quand même à l'émotion. Moi, je prône vraiment le contexte. L'avantage de LinkedIn, ça devient un fil d'actualité, c'est un média, et vous pouvez rebondir et placer le point de vue de votre entreprise en réaction à l'actualité pour faire mouche. Ça vous permet de connaître, pour vos cibles, leur état d'esprit, ce qu'elles ont en tête, en fonction de l'actualité, et donc de pousser vos contenus. Et donc il y a un travail de réactivité, de real-time content, un peu comme sur Twitter, à dire vrai, qui est assez intéressant. Pour continuer sur la partie conception des contenus, qui dans la salle est familier avec la notion de persona? Une moitié de la salle, à peu près. Juste pour expliquer l'idée, moi j'aime bien dire que c'est le miroir de la cible. Donc en marketing, on connaît tous très bien la notion de cible, on s'adresse à une cible, on a une argumentation à lui faire. Moi j'aime bien dire que c'est le miroir de la cible, à savoir que c'est la cible avant qu'elle vous connaisse. Et moi ce que je trouve intéressant dans ce travail de persona, à quoi il sert, c'est à créer la ligne éditoriale, à trouver des sujets éditoriaux, à trouver des sujets de contenu en B2B, et ça marche aussi en B2C. L'idée que je vois derrière, c'est quelles sont les questions que se pose la persona avant qu'elle vous connaisse. Quelles sont ses problématiques au sens large, et comment, à partir de ces questions qu'elle se pose, elle pourra vous rencontrer, et comment votre solution, votre prestation, votre service répondra à ces attentes, et à travers la sérendipité sur les réseaux sociaux ou à travers la recherche sur Google, elle va arriver à des contenus sur lesquels vous pourrez la ramener. Typiquement, nous on est une agence marketing, donc une de ces questions d'une entreprise peut être de dire comment faire grandir mon entreprise. Ça peut être un sujet d'article de blog qui pourrait nous ramener des clients.
Et donc je traite ce sujet-là en parlant de plein de choses, l'embauche, le recrutement, y compris le marketing. Et le marketing, ça, au passage, on n'est pas mauvais là-dessus. Pour moi, c'est un très bel outil pour initier des sujets, créer une ligne éditoriale. Comment vous l'utilisez tous les trois? Je sais que Frédéric il a plein de réponses là-dessus parce qu'il blogue régulièrement, mais chez InfoPro... Alors peut-être, nous ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va vraiment chercher, comme tu dis, l'effet miroir de la cible. On va vraiment se poser des questions en regroupant dans un mode projet plusieurs fonctions et plusieurs expertises voilà, autour de la table. La partie éditoriale, bien évidemment, parce qu'on va y voir. Les rédac, elles ont l'expérience de ce métier-là. Voilà, donc il y a voilà, définir une ligne éditoriale, voilà, quand on est un média, bien évidemment, ça parle. Alors après, les choses sont à manier avec grande attention, parce que bien évidemment, on va respecter complètement l'indépendance de toutes les rédactions par rapport au contenu que l'on va produire, mais on va quand même pouvoir de manière bienveillante aller solliciter, c'est vrai, la partie éditoriale pour définir justement une orchestration, une ligne éditoriale, un scénario en fait, qui va être parfaitement adapté à la cible et qu'on va pouvoir faire vivre avec le temps. Aujourd'hui, c'est les mêmes équipes de rédac qui bossent sur le brand content et sur les contenus éditoriaux ou Non, c'est vraiment parfaitement dissocié. Je pense comme dans tous les grands groupes médias. En revanche, ce qu'on peut faire quand même à la marge, c'est aller challenger. En commun, quand même. Non, aujourd'hui c'est vraiment complètement dissocié. Ensuite, on va pouvoir, ce qu'on appelle, nous, alors, dans notre département publishing, aller challenger en tout cas notre ligne éditoriale avec la partie éditoriale propre et être sûr d'être dans le bon tempo au niveau des sujets chauds et être dans la bonne stratégie d'adressage de l'information. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose effectivement qu'on va mettre en place avec cet objectif d'effet miroir par rapport à la cible que l'on veut aller toucher et d'aller parler aux vrais gens, et c'est vraiment ce que nous demandent les marques aujourd'hui, avec pour objectif, surtout quand on parle de B2B, c'est d'aller faire de la pédagogie, d'aller illustrer les bénéfices, tu parlais d'IBM, de solutions qui sont parfois complexes. Et effectivement, quoi de mieux que de faire témoigner un utilisateur ou en tout cas un client en situation dans la vraie vie, on va dire, pour traduire la valeur ajoutée de ce qu'une marque veut communiquer comme solution et produit. Tout le monde est familier avec les offres de publishing de médias comme InfoPro, mais aussi tous les autres médias B2B. C'est peut-être quelque chose qu'il faut présenter. D'accord. C'est l'occasion. Alors en fait, le publishing, si on devait le synthétiser, c'est la manière dont une marque va pouvoir prendre la parole de manière très très intégrée sur un média. Alors quels qu'en soient les leviers, ça peut être sur le digital, ça peut être aussi sur les magazines qui existent quand même encore, la presse a encore son importance sur la partie B2B et puis en général aussi d'ailleurs. Également à travers des études aussi que l'on va produire en collaboration avec les marques. Et tout cet ensemble de contenu, on va ensuite pouvoir l'intégrer, le diffuser, le médiatiser, le viraliser sur nos marques médias à travers des articles, à travers des infographies, à travers des vidéos, à travers des aires dédiées, donc des mini-sites en fait intégrés au site média, dans lesquels on va intégrer aussi, par exemple, les fils sociaux des marques pour en faire des écrins dans lesquels les marques s'adressent à leur audience cible, non pas à travers de la publicité traditionnelle, mais vraiment à travers du contenu. On appelait ça avant le public rédactionnel. Voilà, mais le terme publishing quand même c'est vraiment plus valorisant. Ou native advertising. Frédéric, sur les personnages. Alors sur les personnages, c'est vrai que nous on est quand même assez classique, on a un PowerPoint avec 3 slides, et bien sûr on commence par la slide un petit peu démographique, quelle est la personne, son âge, etc., ce qu'elle fréquente, ce qu'elle dit, blablabla, ses problèmes, etc. Ce qui est intéressant après, c'est de savoir un petit peu son vocabulaire, ses verbatims. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est le storytelling. C'est-à-dire que quand je fais un persona, à chaque fois je le mets dans sa peau, voilà, je suis par exemple directeur commercial, le matin je me connecte, je sais pas, sur mon site internet, et je fais ci, je fais ça, et je l'intègre en fait dans le scénario d'utilisation du produit. Et ça, cette petite slide en plus permet de donner parfois un peu plus de consistance à un persona. Mais pour revenir au personnage, ce qui est important, c'est de le faire vivre
Et nous, en fait, on s'est rendu compte en un an et demi, parce qu'on travaille dans le domaine de la relation client, et dans le domaine de la relation client, d'habitude, c'était responsable du service client, responsable du centre d'appel. Et puis, petit à petit, on a vu arriver dans tout ce qui est news, les directeurs responsables de l'expérience client, etc., etc. Et donc, en fait, on a dû revoir un peu nos personas et ajouter ces nouveaux titres et ces nouvelles personnes, qui étaient parfois les mêmes, mais pas tout le temps les mêmes. Donc, en fait, on a rajouté du persona, et même on s'en est rendu compte quand on a sorti notre chatbot que nos clients, c'était plus les mêmes clients. C'est-à-dire que, par exemple, pour le chatbot, c'est plus le responsable du centre d'appel, c'est plus le directeur du service client, mais c'est plutôt quelqu'un qui est dans la transformation digitale. Et là, on s'est dit, ah merde, on l'avait oublié celui-là. Et donc, en fait, on a pu rajouter une nouvelle cible, qu'on a ciblée sur LinkedIn d'ailleurs, pour les attirer. Et pour tout ce qui était les nouveaux postes, directeur de l'expérience client, responsable de l'expérience client, on a dû créer du nouveau contenu qui est, par exemple, quel est le rôle du responsable de l'expérience client, comment prendre son premier poste de responsable de l'expérience client, etc., etc. En fait, c'est des nouveaux contenus qui ont été créés parce qu'on a défini des nouveaux personnages qui sont clés et majeurs dans votre acte de décision, en fait, parce que c'est des personnes qui sont là pour le faire. Qui est-ce qui travaille dans une agence dans la salle? Vous levez la main. Vous êtes en minorité, donc tous les autres, je présume, vous êtes ce qu'on appelle les annonceurs, les entreprises. C'est vrai que dans les agences, c'est en général les gens qui font des personas, ce qu'on appelle les services de planning stratégique, et c'est le portrait robot, comme on vous a parlé, des cibles. Ce qui est génial aujourd'hui, et tu viens de le dire, c'est qu'avec LinkedIn, vous pouvez faire ce profilage de votre client type. Et vous avez même son nom. Vous n'êtes pas obligé d'inventer le nom du responsable commercial de votre client type. Je vous dis 6,8 personnes en moyenne pour prendre une décision d'achat. Donc c'est un outil très puissant pour connaître vos cibles, savoir ce qu'elles postent. On parlait de sémantique, savoir ce qu'elles ont un petit peu dans la tête. Donc oui, c'est super utile les personas. Et on parle un peu moins cette année de personnalisation des contenus, de customisation extrême. En tout cas, LinkedIn vous permet de comprendre un petit peu ces cibles, c'est ça qui est intéressant. Après, vous devrez peut-être passer sur des offres payantes pour faire du data mining encore plus fin sur vos recherches, mais encore une fois, c'est assez puissant, et puis on parlera à la fin de la mesure de l'engagement, mais vous savez qui a vu quoi, et ça permet de remonter et de jauger l'efficacité éditoriale. Encore une fois, le ton est très important, on a commencé sur le ton humoristique, mais pour vendre vos contenus, en tout cas faire en sorte que ça intéresse les gens, et je suis d'accord, il faut que vos livres blancs, vous avez déjà envie de lire vous-même. Donc vos posts, pareil, il faut avoir envie soi-même de les lire. Alors, moi j'ai toujours un bon réflexe, pour ça c'est très simple, je me dis, quand je lis mon propre article, est-ce que j'ai appris quelque chose? Et si moi j'ai appris quelque chose, je me dis, j'ai réussi. Si je me dis, finalement, ouais, c'est du blabla, en fait c'est pas intéressant, et à ce moment-là, je me dis, bah non, ça suffit pas, il faut que je creuse un petit peu plus. Après, pour la création de contenu, je pense que vous êtes un peu comme nous, pour trouver des gens qui veulent écrire du contenu, c'est toujours une petite galère. Et c'est un petit peu là le challenge qu'on a dans toutes les boîtes. Et je sais qu'avec mon boss, avec mes collègues, parfois c'est pas simple d'obtenir du contenu. Et on a mis en place quelques petites techniques qui sont pas mal. Est-ce qu'on les garde pour la partie production? Ah oui, exact, ouais. Juste pour continuer un peu sur l'aspect conception, après on fera peut-être une première séance de questions-réponses. Sur la partie conception, on n'a pas parlé de SEO et de référencement naturel aussi. Ah bah, tiens, je pourrais te donner un exemple. Vas-y. En fait, c'est vrai que quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de méthode de référencement. C'était bon, on crée des contenus juste pour le fun. Sans d'ailleurs même pas pour le fun. On crée des contenus parce qu'on est obligé, parce qu'il y a la newsletter et qu'il faut sortir un article. Et donc, en fait, on a fait simplement une liste de mots-clés prioritaires sur lesquels on voulait se positionner. On a utilisé, je pense que vous connaissez les outils classiques d'analyse des mots-clés des concurrents qui sont SEMrush et Ahref. Donc en fait, ça permet d'avoir une liste de mots-clés prioritaires. Et ensuite, on s'est dit, voilà, il y a des mots-clés tendance et il y a des mots-clés stratégiques pour lesquels on veut être présent. Et par exemple, nous, on voulait être présent sur chatbot, on voulait être présent sur tout ce qui est transformation digitale, des choses comme ça. En fait, on a créé des nouveaux contenus sur ces mots-clés-là. Et après, donc, on a bien sûr identifié chez nos concurrents quels étaient les mots-clés qui leur généraient le plus de trafic. Et on a essayé, bien sûr, d'aller attraper un petit peu de leur contenu à eux. Et la technique, je pense que vous la connaissez, elle est très simple. Vous regardez sur le site de votre principal concurrent ces mots-clés. Vous regardez quelles pages sont référencées là-dessus. Essayez de voir si vous pouvez vous positionner avec un contenu qui est plus long, meilleur, de meilleure qualité. Ensuite, vous faites une bonne promotion, vous travaillez votre LinkedIn,
interne, pas LinkedIn, mais LinkedIn interne. Et après, vous essayez aussi de frapper quelques liens externes. Et là, en fait, tout de suite, vous allez aspirer un petit peu de trafic. C'est ce qu'on a fait chez nos concurrents qui, heureusement, on a beaucoup de chance dans le B2B. La plupart des marketeurs ne sont pas avancés du tout. Et on le voit, quand j'ai fait cette petite analyse-là, j'ai pris tous les concurrents, j'ai pris tous leurs sites, et on voit en fait avec les petits SEMrush, leur volume de mots-clés, leur trafic. Et là, on se dit, waouh, il y a vraiment du boulot à faire chez les autres. Il y a quelques-uns qui sont bons, la plupart sont... Je rebondis juste sur ce point. À partir d'un média, à partir aussi de l'ensemble des contenus qui sont rédigés par les journalistes, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de faire un screen, voilà, un panorama, on fait des articles qui ont le mieux marché de manière hebdomadaire, et c'est vrai que ça donne une tonalité, voilà, ça donne des angles qui peuvent, et qui sont d'ailleurs ensuite réutilisés en termes de production de contenu. Je vais juste faire un petit mot, je passe la parole. Je voulais faire le lien aussi avec le travail sur les personas et le référencement naturel. Je vous parlais des personas tout à l'heure en évoquant l'idée qu'il faut se poser les questions que se posent vos prospects avant de vous rencontrer. Et typiquement, si votre référencement naturel va chercher les mots, va se positionner sur les mots-clés stratégiques que se posent vos clients avant qu'ils vous rencontrent, c'est à ce moment-là que vous pourrez déclencher la rencontre et déclencher donc la magie du inbound marketing, à savoir que c'est les prospects qui viennent vers vous et c'est pas vous qui allez vers eux. Moi je vous donne un exemple, alors c'est pas vraiment du B2B, mais quand même c'était de la formation professionnelle. C'était un institut de formation professionnelle qui formait des candidats niveau 4, niveau 5, donc des gens qui n'ont pas le bac, donc des métiers d'infirmière, pas d'infirmière, de brancardier, de nounou, de femmes de chambre dans les hôtels, etc. Et le vrai nom scientifique, enfin la formation pour devenir nounou, le nom de la formation, c'est assistante à la vie familiale. Donc eux, ainsi que l'ensemble de leurs concurrents, étaient très bien référencés sur formation assistante à la vie familiale. Mais ils étaient très mal référencés sur formation nounou. Or, une nounou, quand elle va chercher une formation pour devenir nounou, la question qu'elle se pose, c'est comment je deviens nounou? Et quelle formation pour devenir nounou? Donc il faut être référencé sur devenir nounou, formation nounou, expliquer dans un article de cette nature quelles sont les différentes façons pour être formé, pour devenir nounou, quel type de formation, et conclure sur l'idée de, pour devenir nounou, la bonne façon, c'est de suivre une formation d'assistante à la vie familiale, et justement, nous, Institut de formation, on a des formations tel jour, telle heure, et on renvoie vers la page formation. Donc tout ce travail de persona qui permet effectivement de connaître sa démographie, qui ils sont, quel jour, quand ils sont nés, comment ils s'appellent, etc. Tout ça, c'est pour être capable de se mettre dans leur peau et de se poser les questions qu'ils se posent. Alors après, on peut les faire parler, on peut aller plus loin, on peut faire des focus, du quali, du quanti, des entretiens avec eux, mais toute l'idée, c'est de comprendre les questions que se posent vos clients avant qu'ils vous connaissent. Parce qu'une fois qu'ils vous connaissent, ils vous demandent si c'est cher, si c'est pas cher, pourquoi vous êtes mieux que le concurrent, etc. Mais ça, avant qu'ils vous connaissent, c'est pas des questions qu'ils se posent, parce qu'ils vous connaissent pas, justement. Et toute cette dynamique-là, c'est de réussir à anticiper ces questions, apporter les bonnes réponses. Et deuxième élément que je veux partager avec vous, c'est la notion que je disais d'être intéressant. Très souvent, on est des marketeurs à la base. On a beaucoup été dans un univers où justement tous les contenus qu'on produisait, c'était pour des prospects qui nous connaissaient, donc c'est pas pareil que des prospects qui ne nous connaissent pas. Donc on était plutôt sur des contenus intéressés. Pourquoi je suis meilleur que l'autre, quelle est mon actualité, qu'est-ce que j'ai gagné comme prix, qu'est-ce que j'ai signé comme deal, etc. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Enfin, en tout cas, ça n'intéresse pas du tout vos prospects avant qu'ils vous connaissent. Donc toute la dynamique, et ça c'est Daniel Beau qui a imaginé je passe la parole. Oui, bonjour Daniel Beau, j'avais une question parce que pour moi intéressant c'est pas suffisant, c'est passionnant. Et ce que je reprocherais le plus au contenu B2B, c'est qu'ils sont souvent des ressucés de choses qu'on a déjà lues. Donc quelle est votre position? Comment vous faites pour avoir des contenus pas seulement intéressants mais passionnants? Comment vous faites pour avoir des contenus inédits qui mettent toujours la barre plus haut et qu'on arrête de relire pour la énième fois et même ressucer de bouquins, de théories comment vous faites? Alors moi je vais te répondre un peu de toute façon provoque, je ne fais pas. Moi je considère qu'on ne peut pas être toujours passionnant. Donc qu'on le soit de temps en temps, c'est très bien et on partage des convictions fortes.
Mais je suis aussi dans un métier, et j'ai tendance à provoquer un peu en disant qu'il faut parfois privilégier la quantité à la qualité. Donc un peu de ressucé pour aller être toi premier sur tes mots-clés, même, entre autres parce que les autres n'ont pas nécessairement fait, ce que tu disais tout à l'heure. Et quitte à ce que tu sois premier en ayant une inspiration prise à quelqu'un d'autre, pas de copie, parce que là on n'est pas dans la copie, mais que tu fasses un peu de ressucé, etc., parce que tu veux te positionner, c'est bonne guerre. Après, bien sûr, si tu arrives à être passionnant, si tu arrives à être soft leadership, à être le premier à positionner un sujet, à le défendre, bah, tu vas être plus passionnant, mais c'est difficile à être passionnant tous les jours. Enfin, donc je peux me permettre juste une petite intervention. Bien sûr. Moi j'ai une petite astuce par rapport à ça. Ce qui rend passionnant, c'est ce que vous avez dit, c'est aussi l'incarnation de ce qu'on dit. Parce que moi j'en ai, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais d'avoir à chaque fois le top 10, les 10 secrets de, etc. Mais parler d'une expérience, c'est toujours plus intéressant et passionnant que de donner des leçons. Et ce qui est très agréable, c'est que dans le B2B, on a beaucoup de donneurs de leçons, mais pas beaucoup de transmetteurs d'émotions. Et ça, on recherche aussi ça. Et partage le jeu que tu évoquais. Alors c'est vrai que le jeu, bon, il n'est pas valable partout, il est valable dans un média où on a vraiment de la relation, de la vidéo par exemple. Et le texte, maintenant, moi vraiment j'essaie de mettre jeu tout le temps, et justement, comme vous disiez, de dire oh, je fais ci, j'ai fait ça, et pas il faudrait faire ça. Et, voilà. Ça me fait penser aux vidéos de TEDx maintenant. Tout le monde fait des TEDx et ça devient franchement chiant parce qu'on voit les ficelles. Bon, de l'émotion, oui, mon expérience, etc. Moi j'ai un petit peu plus loin, le contenu c'est pas que du web, c'est une expérience humaine, une expérience dans le réel. Et donc aujourd'hui, tout le monde se bat, entre guillemets, pour offrir des expériences, encore une fois, dans la vraie vie. Le digital ne vaut que s'il amène à quelque chose dans la vraie vie. On va peut-être tout à l'heure parler de social selling, mais vous pouvez contacter les gens sur LinkedIn, il faut les avoir au téléphone, il faut les rencontrer, on n'achète rien, enfin c'est pas du e-commerce classique. Donc un contenu innovant, un contenu waouh, comme on dit, le hero content, comme disent les anglo-saxons, ça se fait pas tous les jours, hein, mon cher Daniel, on aimerait bien, mais en même temps, il faut prendre en compte le cerveau des gens aussi, il faut les laisser se reposer, et il faut savoir surprendre, c'est vrai, mais dans le bon sens du terme. Et on ne peut pas tous les jours, je ne sais pas, quand on organise des événements, avoir Barack Obama à Paris. Donc quand on l'a, bon, on est content, tout le monde parle de Napoléon. Mais bon, je ne sais pas, la prochaine fois, peut-être qu'ils ont Elon Musk. Mais bon, c'est compliqué. Est-ce que tu peux juste, pour que j'ai la parole, mettre LinkedIn sur le SEO? Je vais vous montrer une petite astuce. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça. Alors, je vais juste montrer... LinkedIn, il y a quelques mois, ici, vous voyez, a mis un petit curseur. Quand on clique... Michael Aguilar qui a fait des contenus humoristiques quand même assez Vous voyez, il y a deux options. Il y a Top ou Recent. Donc là, tu l'as en anglais. Donc Top, ça veut dire que c'est l'algorithme de LinkedIn qui, en fonction de votre profil, des mots-clés dans votre headline, des mots-clés dans tous vos titres, va vous pousser les contenus qui sont censés vous intéresser. Et si vous cliquez sur Recent, on va avoir quelque chose de nouveau, normalement. Voilà. C'est les contenus donc les plus récents. Donc, je vous parle juste de mon cas personnel. Moi, j'écris sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est sur les sujets d'innovation. Je suis contributeur dans Forbes sur l'innovation. Deuxième sujet, ce sont les formations LinkedIn. Donc, je fais des selfies avec mes étudiants à HEC ou quand je vais dans des entreprises, etc. Et le troisième sujet, BNP Paribas, je parle d'économie. Et ce qui est amusant, quand je regarde la perf des posts, alors je vais vous montrer comment on fait ici sur le LinkedIn de Gabriel. Vous voyez ici le nombre de vues de la vidéo, vous savez qui a liké. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de SEO, forcément quand je poste, la magie de LinkedIn, quelque part, c'est qu'il ne vous empêche pas de faire le travail des personas, mais il cible déjà les contenus. Donc encore une fois, je parle d'économie, j'ai plein de gens dans la banque qui regardent, et quand je parle d'innovation, c'est pas le même public. Donc voilà, ça vous permet de juger un petit peu de l'efficacité de vos posts, et puis, sans aller trop loin non plus, on va juste regarder le profil de Raphaël, et pour voir si votre SEO de votre profil vous convient, c'est de voir aussi quels sont les autres profils que la personne aussi regardait. Donc bon, Emmanuel Macron, bravo Gabriel, tu es dans les recherches de gens qui regardent des profils très importants. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aspect sur qu'est-ce qui est intéressant aussi sur le SEO de votre propre profil. Donc si vous êtes directeur marketing B2B dans une grande boîte, vous pouvez voir en fonction de votre headline qui vous a trouvé, quels sont les autres profils que
des chasseurs, des commerciaux, tout simplement d'autres gens de LinkedIn ont visité. Voilà. Mais donc, attention ici à ce petit curseur. La conclusion, c'est quoi? C'est comme sur Twitter, hein, la portée organique des posts n'est pas forcément énorme. Donc, le deuxième post, à chaque fois sur votre wall, vous voyez, est promu, est sponsorisé. Et donc là, c'est là que vous pouvez pousser du contenu pour être sûr qu'il soit vu et bien ciblé sur LinkedIn, c'est leur business model. Ils ne font pas leur beurre que là-dessus, hein, 66% jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils soient rachetés par Microsoft, c'était sur le data mining pour les chasseurs de tête, mais voilà, ce qu'on appelle les displays, là ou ailleurs, c'est quelque chose qui leur apporte pas mal d'argent. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Je voudrais juste revenir sur le caractère passionnant des contenus. Bon, nous, on a trouvé une petite astuce d'un point de vue média, c'est vraiment de jouer sur l'exclusivité des informations qu'on va publier. Et à ce titre-là, on a développé ce scénario pour produire du contenu en amont et du contenu de qualité et qui va rencontrer beaucoup d'audience et aussi beaucoup d'engagement. En amont, on va produire avec la marque une étude sur un sujet très fin et très porteur. Et les résultats de cette étude, en fait, on ne va pas les publier de manière assez classique sur une double page ou ce genre de choses, mais on va les distiller, en fait, on va les scénariser en termes de production de contenu. Et comme les infos sont exclusives, c'est vrai que ça rencontre beaucoup de succès, en tout cas en termes d'audience, en termes de visite et en termes de temps passé en lecture d'articles. Alors ça peut être des articles, ça peut être des infographies, ça peut être aussi une vidéo qui explique les résultats de l'étude. Mais ce contenu exclusif qui est produit en amont avec la marque, c'est ça qui va distiller ensuite. Je te rejoins qu'il ne faut vraiment pas lâcher tous les résultats de l'étude d'un coup. Il vaut mieux les scénariser avec un chiffre par semaine. Ça vous tiendra beaucoup plus longtemps et ça créera de l'engagement. On passe à la partie. Ça va être la liaison, je pense. Parce qu'il faut passer à la production. Les personas et la production. En fait, c'est clair qu'on ne peut pas faire du contenu intéressant tout le temps. Alors il faut essayer d'en faire un maximum. Très intéressante, passionnante. Passionnant, voilà, c'est passionnant. Moi, par exemple, sur mon blog perso, avant j'avais 3 articles par semaine, je suis passé à 1 article par semaine, mais un bon qui fait 1500, 2000 mots, ou comme je disais, quand je le lis moi-même, je dis waouh, j'ai appris quelque chose. Ça, c'est ce que je fais et ça marche. Après, par exemple, comme je disais, moi chez Eloquent, quand je suis arrivé, quand j'ai vu le blog, j'ai vu le site, je dis waouh, il y a du boulot. Et donc en fait, la première chose que j'ai fait, c'est qu'on a fait un audit de contenu. C'est-à-dire tout simplement, c'est tout con, mais il y avait des tonnes et des tonnes de contenu qu'on a pu exploiter et se positionner rapidement sur plein de mots-clés. En fait, l'audit de contenu, c'est que vous faites le tour de... nous, on répondait à des appels d'offres. Et donc en fait, il y a des textes inédits qu'on avait écrits dans ces appels d'offres sur des use cases, sur des scénarios et tout ça. Donc on a créé du contenu comme ça, il y avait des documents internes, des propositions commerciales, des vieux trucs qui étaient encore d'actualité qu'on a pu réutiliser. Et grâce à ça, on a pu on a fait quoi? Alors dans la boîte présente pour laquelle j'avais bossé, on faisait un article par jour pendant quasiment 60 jours. 45 jours. Parce qu'après il y avait du contenu inédit aussi. Et cet audit-là nous a permis tout de suite de nous positionner sur plein de mots-clés sur lesquels on était totalement accent. Chez Eloquent, on était un petit peu plus light puisqu'on voulait un peu plus de qualitatif. Et donc il faut mélanger un petit peu les deux. Et l'astuce pour justement pas décevoir, parce que c'est ça le problème, c'est que si vous faites du contenu SEO, vous aurez des gens qui vont être déçus parce que votre contenu va être un peu plus rare quand vous regardez dans votre timeline, enfin dans votre blog, etc. C'est qu'en fait, moi, ma technique, c'est de l'enterrer un peu, c'est de le poster 2-3 mois derrière, de le relier sur un compte Twitter annexe, pour que Google le voit quand même, faire quelques liens internes, et voilà, ça permet de passer le truc sous le tapis et de voir qu'on est quand même positionné sur des contenus. Mais, je précise quand même que ces contenus SEO ne sont pas des contenus qui vont générer du trafic. C'est vraiment du petit truc, c'est de la longue traîne, mais c'est simple à faire, et le contenu est vraiment, pour moi, indispensable à faire. On attaque la production, tu veux garder le micro là-dessus? Tu voulais nous donner des questions le micro pour produire. Alors oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la production de contenu, c'est vraiment un vrai challenge, parce que moi j'ai des collègues qui sont vraiment allergiques à la production de contenu parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont peur un petit peu de parler. Donc je l'avais fait dans une boîte pour laquelle je bossais avant, qui faisait du CRM, et je l'ai fait ici également là, c'est la technique du podcast. C'est vraiment simple, parce que il y a pas mal de gens qui ont du mal à écrire, mais par contre parler, quand vous leur commencez à les faire parler,
Alors on les arrête plus. C'est un truc. En fait, ce qui est bien, c'est de parler à des experts. Nous, on a des chargés de projet, des chefs de projet, il y a des consultants, des avant-ventes, et ils leur disent, voilà, aujourd'hui, moi j'aimerais bien que tu nous parles de tel cas de figure, par exemple, c'est le CRM, la relation client dans l'éducation, dans la formation, est-ce que tu peux me parler d'un truc? Et donc, en fait, vous mettez votre téléphone, comme je le fais là, en mode enregistreur, et là, la personne va dérouler son truc, etc. Et après, bon, la technique, c'est de faire transcrire ça. Moi, je fais transcrire par un prestat. Et donc, en fait, j'obtiens un texte qui est à peu près correct, on va dire à 80%, et après, vous avez une remise en page, et après, vous avez un contenu qui est vachement sympa à faire. Et dans le même style, on parlait de témoignage client, que c'est vraiment idéal. Le problème, c'est qu'en B2B comme ailleurs, on a du mal à avoir des témoins qui soient OK pour mettre leur nom, leur logo, parce qu'il faut le go de la direction de la communication, il faut aussi ceci, cela. Donc moi, l'astuce qu'on fait, que je fais régulièrement, c'est la thématique, enfin, c'est de parler en fait dans telle thématique. Par exemple, la relation client dans l'éducation, ou le parcours client dans tel truc. Et en fait, ça permet de se positionner parce que les gens ne tapent pas trop les noms d'entreprise, mais tapent souvent le thématique. Je veux juste rebondir sur le podcast. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des start-upers dans la salle? Non, ils ne sont pas là. Bon, tant pis. Alors le podcast, ça coûte pas cher, c'est ça qui est génial, ça peut aider votre référencement. Je suis Daniel, je suis un grand fan de podcast. Moi, je suis parti d'un espace de coworking qui s'appelle Remix. Remix Community, on a un studio radio à disposition et on fait nos propres émissions. Le petit conseil, essayez de préparer le podcast avant, ça vous évite de perdre beaucoup de temps dans le montage derrière. Et donc, chaque start-up présente dans l'espace de coworking peut avoir son émission de radio, sur la Remix Radio, et SoundCloud est un super outil aussi de référencement. Pour revenir à la production également, la principale difficulté, c'est vraiment de trouver des personnes à interviewer. On parlait de personnalisation. Voilà, faire témoigner, que ce soit sous forme vidéo ou sous forme article, c'est vraiment la difficulté. Un client qui parle à des prospects, c'est quand même toujours magique comme effet miroir. Et voilà, et c'est vraiment là où se trouve effectivement le point de crispation, parce que c'est vraiment pas facile à trouver. Ensuite, je dirais comme deuxième bonne pratique, c'est d'être parfaitement intégré. Donc, moi je raisonne vraiment site média, mais d'avoir une qualité de contenu produit qui est à l'égal de celle des rédactions. Et là aussi, trouver les bons rédacteurs, c'est une vraie difficulté. Et donc les rédacteurs, c'est d'autres rédacteurs oui, ce sont externes? Oui, vraiment, ce sont des pigistes qui sont agréés par les rédactions, mais qui sont dissociés vraiment des rédactions. Encore une fois, l'indépendance de la partie éditoriale propre, c'est vraiment un point clé. Tous les médias n'ont pas cette indépendance-là. Je ne prononce pas. Aujourd'hui, de moins en moins. Mais voilà, mais en tout cas, je pense que les grands groupes médias l'ont. Et voilà, il y a une très nette frontière entre la partie éditoriale et puis la production de contenu pour les marques. Ensuite, on essaye de l'intégrer au maximum pour que ce soit le plus natif possible, et dans la publication, et dans la médiatisation, et dans la mise en avant. Mais oui, il y a une vraie frontière. Donc, pour répondre très concrètement à ta question, les contenus sont produits par des pigistes agréés par les rédactions. Alors juste pour les différentes alternatives de production de contenu et selon la nature des contenus, vous pouvez bien sûr soit les faire en interne. Vous m'entendez pas? Oui, non, je m'explique. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire un pigiste agréé par la rédaction. Ça veut dire qu'il travaille aussi pour la rédaction, donc peut-être plusieurs. Non, ça veut dire. Alors, il peut travailler pour la rédaction, mais surtout c'est un pigiste dont la qualité de production du contenu a été validée entre guillemets par la rédaction. Après, il ne travaille pas pour la rédaction. Il travaille pour la rédaction et pour la publicité. Donc ça corrobore ce que vous venez de dire. Donc, effectivement. L'indépendance que c'est. Il y a une indépendance ensuite dans le traitement. Une porosité, Pardon ? Une porosité très nette. Elle n'est pas si malsaine aujourd'hui en B2B, je trouve. Autant je la trouve assez malsaine en B2C. En B2B, moi je pense qu'on est tous assez matures pour comprendre les nouvelles règles du jeu. Et que souvent les supports B2B, moi je considère qu'ils n'ont quand même pas d'autres leviers que la pub et qu'il y a quand même des frontières qui sont plus poreuses que moi en tant qu'agence, j'assume et je partage avec mes clients. Et surtout, je ne pense pas que le sujet en fait il se situe tellement au niveau des personnes. Le sujet se situe au niveau de l'indépendance et du ton et de l'indépendance des articles.
Donc toutes les rédactions, je pense, des grands groupes médias sont totalement libres d'écrire ce qu'elles souhaitent sur les marques. Et il n'y a pas d'interférence de la partie commerce par rapport à tel ou tel article. Et le sujet il est beaucoup plus là qu'un sujet de pigiste. Non, mais si monsieur achète une plume du Figaro que lui vend la régie, il s'attend à la même qualité de contenu qu'un journaliste du Figaro. J'ai commencé ma carrière au Figaro dans la rédaction du Figaro Économie. Je prends cet exemple à dessein. Et je trouve qu'il y a une hypocrisie, si vous voulez, en termes de marketing, de dire oui, il y a une muraille de Chine. Je prends aussi le cas de l'AFP, l'agence France Presse. Ils ont une agence de brand content qui s'appelle AFP Service. Et vous pouvez vous faire votre vidéo par des journalistes d'AFP Service. Alors là, c'est même pas une muraille de Chine, ils ne sont pas les mêmes locaux. Ils sont rue Vivienne quand la rédaction est place de la Bourse. Et c'est une vraie question quand on est annonceur. Et après, moi, quand je suis passé côté agence chez Ogilvy, c'est sûr que je vendais une qualité de contenu, mais je n'affichais pas une marque média derrière. Et c'est vrai que parfois, le souci, c'est de se dire, est-ce que la qualité du contenu de la marque média est la même chez des journalistes sur laquelle, quelque part, ils n'ont pas de prise. Donc oui, ils peuvent être agréés, mais ça reste un débat ouvert, je trouve, aujourd'hui. Je ne remets pas en cause la qualité de vos contenus, hein, je dis juste que... Voilà. Le fait qu'il soit agréé, c'est une chance supplémentaire d'avoir une qualité de production de contenu similaire à celle de la rédaction. L'avantage, il est là, et encore une fois, ensuite la rédaction, il n'y a aucune interférence du commerce par rapport à la tonalité des contenus, et c'est bien le principal. Je vais juste, avant de prendre la question que j'ai vue, évoquer les différentes façons de produire du contenu. Pour moi, il y en a 4. Il y a la première qui est de faire vous-même en interne et faire par vos collaborateurs, y compris par la technique de l'interview qu'évoquait tout à l'heure Frédéric. La deuxième, c'est d'aller directement voir des pigistes et des rédacteurs, et donc de faire travailler directement des freelances en direct. La troisième, c'est l'agence. Et la quatrième, c'est un média qui fait intervenir des pigistes lui aussi, souvent les mêmes d'ailleurs, y compris les mêmes que fait intervenir l'agence, mais avec entre les deux une couche d'éditorialisation, soit faite par l'agence, soit faite par les médias. Je vais un peu insister aussi sur ce qu'on fait nous chez 1 minute 30. Pour nos clients, on fait appel aux pigistes, souvent les mêmes, rédacteurs web, journalistes, pigistes, et nos chefs de projet font l'interface entre le client et le rédacteur, font la relance, le suivi éditorial, etc., pour faciliter le travail du client. Mais pour nous, moi j'ai mis une règle interne que chacun de mes collaborateurs doit produire un contenu toutes les 2 semaines, et donc alimenter notre propre blog. Et quand je dis chacun de mes collaborateurs, je parle du comptable, je parle des graphistes, des gens qui font de la vidéo, etc. Donc tu le disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement facile. Et avoir une bonne plume ou aimer écrire n'est pas inné. Mais moi je l'ai institué comme quelque chose de fondamental, de partie prenante du contrat de travail. Et quand il y a un peu, alors ça se fait pas, c'est plus le bâton que la carotte, mais quand il y a un peu de bâton, c'est faisable. Alors ça demande d'y mettre pas mal de points de management, donc faire des réunions, passer du temps pour ça, etc. Mais si vous voulez le faire, c'est très intéressant parce que de facto, chacun va être capable de porter la parole du jeu qu'on évoquait tout à l'heure, de partager son expertise et de s'impliquer, et c'est vrai aussi pour les commerciaux dans des logiques de social selling qu'on évoquera, de s'impliquer réellement dans cette production de contenu qui, vous le savez, et on n'est pas là par hasard, est hyper nécessaire aujourd'hui dans le marketing d'aujourd'hui, en particulier B2B. Donc ça, et souvent, moi, mes clients ont des freins à mettre ça en place, et je considère que c'est une vraie façon d'impliquer beaucoup plus de monde de son entreprise. Alors après, nous on est une petite structure, donc à 15 contenus toutes les 2 semaines, on est capable de faire un article par jour, c'est très bien. Pour des structures qui font 1 millier de personnes ou plusieurs centaines, je ne sais pas si vous saurez quoi faire de ce contenu-là, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait une vraie participation des collaborateurs à la production de contenu, et une façon aussi d'avoir des tons différents, une vision différente, des angles et une richesse différente. Voilà, c'était un petit propos que je voulais partager là-dessus avec vous. Et il y a une question là, mais je prends celle-là. Oui, je rebondis juste sur ce que vous voulez dire. Comment vous les accompagnez justement, parce que produire des contenus, c'est pas juste écrire des textes ou faire des vidéos ou des podcasts, c'est s'intégrer dans une ligne éditoriale, un concept, avec un ton, avec un esprit, avec des règles d'écriture, etc. Comment vous les accompagnez? Quels outils vous mettez en place? Alors il y a un peu de formation au préalable, on a des contenus sur le site et sur le blog et en interne sur comment écrire un article, etc.
Ça se fait aussi dans l'onboarding des collaborateurs. Quand ils arrivent, il y a quelqu'un qui les mentor et qui les explique comment faire les premiers contenus. Et puis vraiment, pour faire en sorte que chacun produise les contenus, on a une réunion que pour ça toutes les 2 semaines avec toute l'équipe. Donc ça a quand même un certain coût. Et dans cette réunion, chacun vient pitcher son contenu. Donc par la pratique, par le fait de présenter à tout le monde, par le fait que ce soit corrigé, revu, partagé, commenté, chacun trouve ses marques. Les graphistes vont faire plus d'infographies aussi, intervenir sur les vidéos, après on peut ouvrir une certaine liberté pour que chacun trouve son territoire d'expression. Il y avait une question là-bas. Ouais, non, c'était une question juste en réponse sur ce que vous disiez, sur l'info. L'intégration du contenu publishing dans les colonnes classiques de la rédaction, se fait comment? C'est marqué? Oui. Alors, excellente question, effectivement, qui permet de bien traduire et de bien illustrer le sujet. Effectivement, les contenus publishing sont toujours différenciés des contenus éditoriaux, soit par un liseré, soit par une mention, d'ailleurs par les deux, pardon. Donc il y a bien une distinction qui est assez fine. Vous oubliez un lien où je peux trouver oui, on peut aller sur quelque chose qui est live. Ou l'usine nouvelle par exemple. Alors, je vais peut-être le montrer déjà en termes de médiatisation. Voilà, si tu scrolles, voilà, donc là je vais illustrer peut-être ça avec un format natif. Donc là on est dans le fil de news. Si tu scrolles, je sais pas, on a un live. Ah voilà, par exemple, voilà, tribune d'experts ici. Ça envoie sur un autre site. Alors là, pardon, là c'est un site, c'est un site propriétaire en fait. Ça va pas marcher. Il aurait fallu qu'on prépare un peu le screen. Non, pour répondre très concrètement à votre question, peut-être que tu peux aller sur cet article-là. Sur le classement des écoles. Christian ? C'est très concluant, c'est très meilleur, on ne peut pas Ah, mais ça c'est live. Il n'y a peut-être pas de live, il y a des cappings. Je ne laisserai pas dire ça. Pardon, juste si tu peux remonter. Voilà, donc là on est dans un article éditorial, d'accord. Si on était dans un article publishing, on aurait une mention en haut, public rédactionnel ou public communiqué ou sponsorisé par. En tout cas, on aurait une mention ici, en haut de l'article. Là, juste au-dessus des tags, en fait, juste au-dessus des tags éditoriaux, d'accord. Et y compris dans la médiatisation, comme un format natif classique, on aurait aussi, comme vous pouvez retrouver sur votre feed Facebook ou autre, on aurait une différenciation des formats éditoriaux qui sont dans le fil de news et des formats éditoriaux. Ah, tu avais juste une vidéo là. Tu as passer trop de temps. Là, tu as une vidéo édito. Voilà, en partenariat avec Siemens. Là, on est bien dans un contenu publishing, un contenu commercial, et pas un contenu, c'est pas une vidéo éditoriale, c'est une vidéo publishing, voilà, en espérant que ça illustre très concrètement ça. C'est un produit en tant que tel, c'est une place de marché en fait, c'est pas une partie de contenu. Mais voilà, le contenu publishing est bien tagué et identifié, et donc se différencie à chaque fois du contenu éditorial, une règle d'or. Justement, ça fait la transition. Vous avez des questions? Sinon, ça fait la transition avec la troisième partie. Je vais peut-être donner un exemple client, allez hop. Parce que nous, bien sûr, on est bardés comme vous. Même si on essaie de produire du contenu, c'est pas forcément évident. Donc, on a fait pas mal d'appels aussi à des rédacteurs. Par exemple, on a essayé de produire des livres blancs, on a essayé de produire des articles. Et c'est vrai que le gros frein majeur, c'est la connaissance métier. Même si on a un journaliste. Une fois, j'ai passé 1h30 au téléphone avec un journaliste pour lui expliquer comment briefer un truc, et en fait, après, j'ai dû réécrire les 3 quarts. Donc, il faut s'adresser au bon journaliste métier. Et c'est ça qui est vraiment essentiel, parce que autrement, la sous-traitance ne sera pas bonne. Surtout si c'est des termes très techniques. Nous, le domaine de la relation client, il est très précis, donc c'est compliqué de trouver les bons experts. Et justement, il y a une méthode que tu as expliquée, c'est de passer par une agence ou passer par des pros. En fait, tout simplement, une agence comme celle de Gabriel est capable d'aller vous chercher des gens qui vont
qui sont experts et influenceurs. Moi, ça m'arrive régulièrement. Il y a une agence qui vient me voir et qui me dit voilà, tiens, là par exemple, je veux produire un article pour Adobe. Et en fait, ils me disent ok, tu nous écris un article pour X euros. Je travaille avec l'agence là-dessus. Et donc après, il y a non seulement un article que je vais produire pour eux, sur leur contenu, et qui va être relayé d'ailleurs dans les marketing et tout ça, grâce à leur accord de sponsor. Et moi après, je ferai un relais de cette contenu-là. Donc ils achètent deux choses, ils achètent le contenu, et ils achètent ensuite le relais marketing et influenceur. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant et qui marche pas mal. Après, la sous-traitance de contenu, je suis comme plus mitigé là-dessus. La sous-traitance de contenu qu'on passe pas par un journaliste ou une agence, c'est plus compliqué. Moi, j'ai essayé de le faire pas mal de fois, de faire produire des contenus. Ça va bien quand on a des contenus simples et qu'on donne vraiment des guidelines, mais pour moi, c'est compliqué de faire passer par des rédacteurs, en tout cas des rédacteurs low cost, c'est pas facile parce que... Pour moi, il faut sous-traiter, c'est ce que tu viens de dire, la vulgarisation. Vous êtes expert de votre domaine et donc vous avez tendance à dire faut pas vulgariser, il faut faire que de l'expertise. Mais quand vous faites que de l'expertise, de facto, vous parlez plus à vos confrères qu'à vos prospects. Et vous n'avez pas envie, et c'est déjà c'est fastidieux d'écrire, mais en plus écrire de la vulgarisation, ce qui vous semble être des banalités, c'est encore plus fastidieux, et pourtant c'est souvent les contenus qui marchent le mieux. Et typiquement, de facto, moi je considère que c'est ça les contenus qu'il faut sous-traiter. Et les agences, pour le coup, elles savent bien le faire, ou des rédacteurs web spécialisés savent bien les faire. C'est ces contenus qui sont de la vulgarisation, qui peuvent parfois ressembler à des listes qui vous agacent et qui vous agaceront encore plus à écrire. Malgré tout, moi je considère qu'il faut aussi les faire, parce que c'est des contenus qui marchent, c'est des contenus qui vont faire du trafic, c'est des contenus qui vont faire de la notoriété. Ça ne va pas être les contenus passionnants dont parlait Daniel, mais ça va être votre fond de ligne éditoriale qui va vous permettre d'inscrire des rendez-vous réguliers. Moi je crois beaucoup à la répétition, je crois beaucoup au rendez-vous. Le journal de 20h, c'est tous les jours à 20h. Votre média, il doit être régulier. Votre blog, il doit être régulier. Votre newsletter, elle doit être régulière. Et pour être régulière, malheureusement, elle n'est pas passionnante, pas nécessairement passionnante tous les jours. On va juste essayer de faire en sorte qu'elle soit globalement intéressante. Enfin, en tout cas, c'est en partie ma philosophie. Mais ce qui est en même temps important, et c'est ce que je vois de plus en plus, c'est que maintenant il faut avoir un focus de plus en plus précis. Alors, si vous êtes en B2B, vous êtes un peu conscient de la tendance de l'ABM, la Account-Based Marketing. Donc on a vraiment Account-Based Management. Et en fait, essayer de s'intéresser d'abord à une cible très précise et non pas juste à une entreprise ou un secteur d'activité, mais même des personnes dans une entreprise. Ça, c'est la grande tendance au niveau vente, et au niveau contenu, c'est la même chose. Parce que je pense que vous avez comme moi des livres blancs, des web séminaires et tout ça. Et vous pouvez voir que 95% ou 99% des gens qui téléchargent ces contenus ne seront jamais vos clients, parce que c'est des étudiants, c'est des étrangers et tout ça. Et actuellement, la seule solution d'arriver à améliorer un peu la qualité des personnes, et après le traitement qu'il y a derrière, c'est de travailler sur le ciblage. Donc l'ABM adapté à la production de contenu, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser de plus en plus à, nous on l'a fait par exemple dans le domaine des assurances, parce qu'on sait que c'était un secteur qui était hyper friand de nos technos. Et donc en fait on a vraiment ciblé les mutuelles, les assurances avec du contenu spécifique, ensuite on a été les ciblés sur les médias sociaux, il y a de la publicité, etc. Et même au niveau des contenus, on arrive vraiment dans du contenu qui est de plus en plus précis. Autrement, plus on fait un contenu générique, plus on touche des prospects, mais en même temps, on ne tombe pas forcément sur les meilleurs. Voilà. Je vais en profiter pour faire la transition, parler de la partie diffusion, donc comment diffuser ces contenus, les différents leviers. Je vais juste introduire ça par un modèle que vous connaissez peut-être, c'est le PESO modèle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Je vous le résume rapidement, c'est l'idée qu'il y a 4 façons de partager, diffuser du contenu. La façon traditionnelle et la plus ancienne, enfin l'une des plus anciennes, c'est le payant. Et effectivement, quand vous n'aviez pas la possibilité d'être votre propre média, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir votre propre site web, la seule façon de communiquer, c'était d'acheter de la pub, en télé, en radio, en presse. Et l'autre façon, c'était faire du earn, donc à savoir faire des relations presse, entre autres, des relations médias, relations blogueurs, et aller voir un journaliste en lui disant j'ai un sujet hyper intéressant, est-ce que tu peux en parler? Et lui, il va prendre un bout ou pas, un verbatim ou pas, selon la taille de votre entreprise, selon l'innovation du sujet, etc., etc. Et ça, c'était le monde d'avant digital, parce qu'il y avait un oligopole des médias, et les médias étaient les seuls à pouvoir diffuser, communiquer largement du contenu.
Ce que le digital a permis, c'est cette notion de own media, donc de fait d'avoir votre propre site, votre propre plateforme sociale où vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le défaut sur ce own media, en revanche, c'est que vous n'avez pas nécessairement de l'audience. Parce que les anciens médias, eux, ils vous amenaient une audience, des rendez-vous, une régularité, une base de clients, etc. Là, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez, il n'y a plus du tout ce filtre, ni le filtre de l'argent, ni le filtre éditorial du Modelac. Mais par contre, il y a le filtre de est-ce que vous êtes intéressant, est-ce qu'il y a une audience qui s'intéresse au contenu que vous publiez sur votre propre média. Et la dernière forme, c'est la notion de shared, donc tous les réseaux sociaux, le partage, le fait que n'importe qui a même la flemme de produire un contenu va pouvoir le liker, le partager et participer à sa viralisation. Et là, on retrouve les LinkedIn dont on parlait tout à l'heure, etc. Alors, ce qui est marrant, et on l'évoquait, c'est les zones grises qui sont de plus en plus présentes. On a parlé de la porosité entre le paid et le earned. Et aujourd'hui, avec effectivement le fait que la presse soit quand même attaquée par le own, par les nouveaux canaux, les frontières qui étaient quand même très fortes et qui semblent être encore fortes chez Infopro sont en train de devenir de plus en plus poreuses. On va avoir aussi des frontières et des zones grises entre le payant et le owned, avec des influenceurs, la présence de nouveaux influenceurs qui vont être payants, etc. Tout ça fait qu'on est de plus en plus dans un écosystème où il faut être présent sur ces quatre formes de médias. Et il faut essayer aussi, quand on conçoit les contenus, de les recycler un maximum sur chacune des formes de médias et de les avoir comme on les distillait sur un blog ou sur un site média partenaire. On peut après les récupérer pour les mettre chez soi, sur ses réseaux sociaux, etc., etc. Et là, je donne la parole à tout le monde parce que je suis sûr que pendant que vous prenez des photos, quelque chose. Je veux juste ajouter que justement LinkedIn est sur ces quatre plateformes. Je parlais de quatre formes de médias. LinkedIn, c'est du owned parce que vous pouvez pousser vos propres contenus sur votre page corporate qui, on va se le dire, n'est pas la page la plus vue. C'est avant tout un médium d'individus, LinkedIn, donc ça favorise le shared. Le paid, c'est ce que je vous montrais, les posts promus, donc vous pouvez propulser les contenus. Donc sur une même plateforme, vous pouvez toucher les quatre cercles qui sont à l'écran, avec en plus l'enjeu des fake news. Une étude Business Insider en fin d'année dernière, 70% c'est le taux de confiance dans les contenus sur LinkedIn, contrairement à 30% sur Facebook. Et c'est aussi la plateforme sur laquelle on génère du lead. Une étude qui a montré que 65% des commerciaux trouvent du lead sur... donc la question c'est sur quel réseau social trouvez-vous du lead 65-66% des gens disaient sur LinkedIn, 35% sur Facebook, devant Twitter qui était à 34%. Voilà, je ne suis pas payé par LinkedIn, je ne travaille pas pour eux, je suis juste convaincu que c'est l'endroit où placer vos contenus pour être avant tout efficace. Alors moi je vais revenir sur une chose que tu as dite qui est très très importante, c'est comment en tant que marque je peux générer de l'audience sur mon site, et parfois c'est une vraie difficulté. Et c'est tellement une vraie difficulté que nous, il y a beaucoup de marques qui viennent nous voir en nous disant voilà, je veux créer un mini-site de marque sur la marque média, donc sur le site média, pour pouvoir délivrer de l'information, pour pouvoir diffuser mes contenus, parce que sur mon site je le fais et j'arrive pas à avoir d'audience. Donc c'est en s'adossant sur un site d'info qui a déjà sa propre audience que je vais pouvoir effectivement donner un maximum de rayonnement à mes contenus. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis je voulais également, quand on parle de diffusion, on parle de médiatisation, on parle de promotion. Et nous, il y a vraiment une tendance qui se dégage, c'est le fait de lier la promotion à la data, et notamment à tout ce qu'on peut sourcer de comportemental par rapport au comportement des internautes. Et de plus en plus, on va pouvoir créer des segments, créer une sélection à partir des centres d'intérêt que l'on peut identifier en fonction de tel ou tel contenu que viennent chercher les internautes. À titre d'exemple, on prend un critère, là, on prend une période et une thématique de contenu, et on va se dire, tous les internautes qui ont consulté plus de 3 contenus sur la cybersécurité, sur l'ensemble du network, durant les 15 derniers jours, ces internautes-là, ça vaut le coup pour un éditeur de logiciels dans la cyber, d'aller les adresser prioritairement et de promouvoir le contenu à cette cible-là. Alors on s'affranchit, on est agnostique en termes de fonction,
et on va vraiment prioriser le centre d'intérêt à chaud, de manière assez similaire en fait à ce qu'on peut faire en search. On va aller toucher les intentionnistes. Alors c'est pas toujours le cœur de cible, ça peut être les prescripteurs également, mais on sait que ces internautes-là, à partir de leur navigation sur un site média, à partir du contenu qu'ils ont consulté, ils sont vraiment à chaud, à l'instant T, sur une thématique bien précise. Et pardon, alors j'avance un petit peu, mais ce qu'on remarque, c'est pas forcément un nombre de visites plus important, c'est pas forcément un temps de lecture plus important, c'est un engagement plus important, parce qu'on a touché encore une fois le centre d'intérêt. Quels sont tes canaux de diffusion? Alors en fait, moi je réfléchis plus en termes de carrefour d'audience, c'est-à-dire où est ma cible, on revient sur les 15 années du début, et on revient là. Où sont vos clients? Alors c'est vrai qu'en B2B c'est vraiment simple, c'est vrai que LinkedIn c'est incontournable. Moi c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté il y a 2 ans et j'ai redécouvert LinkedIn il y a 2 ans et c'est vraiment je pense le canal qui est le plus accessible et le plus facile parce que au contraire d'un Facebook. Microsoft a fait un super boulot, moi je trouve. Enfin, depuis que Microsoft est là, ils ont redynamisé la plateforme. Alors, ils ont fait un beau truc sur LinkedIn. Le social était quand même très morte il y a ils essaient de devenir le Facebook des pros. Par contre, ce qui m'a déçu, c'est SlideShare, qui était un outil qui générait pas mal de vues, pas mal de trafic, et ça s'est écroulé totalement, mais ça reste comme un outil qui est vachement sympa. Donc moi, je me dis, les carrefours d'exemple, c'est où sont les prospects, où vont chercher l'information. Donc on parle beaucoup de LinkedIn, le blog aussi c'est quand même important, parce que c'est là encore que les gens passent pas mal de temps à rechercher des infos sur... Enfin, pour moi le blog c'est le search de Google, même si c'est en baisse, et ça va être en baisse, et de plus en plus en baisse, et que les blogs vont baisser au fur et à mesure du temps, c'est quand même un outil qui est important, parce que le search est quand même essentiel. LinkedIn, moi j'utilise énormément en B2B, et il y a plein de contenus qu'on peut diffuser, il y a la plateforme de blog, il y a les vidéos, la vidéo que j'utilise pas mal, moins de 10 minutes, vous pouvez publier une vidéo là-dessus, c'est assez viral et assez sympa à faire, donc n'hésitez pas à l'utiliser là-dessus. YouTube, compliqué à générer le trafic, je pense que c'est un média complémentaire. Twitter, là, nous, c'est plus vraiment du relais d'influence. On en fait, il y a peu de trafic, peu de clics, c'est un peu, je dirais pas la mort de Twitter, j'avance un peu trop tôt, mais c'est un réseau qui est vraiment en très forte baisse. Tant que Donald Trump est président des États-Unis, Twitter vivant. Ils ont plus de 3 ans, j'espère. Ouais, deux chiffres, 530 millions de profils LinkedIn dans le monde, 15 millions en France. Et 80% du temps, je reviens à l'user experience sur un mobile, vous êtes sur 5 applications, y compris le téléphone, y compris l'agenda, y compris Facebook, pourquoi pas LinkedIn, y compris les médias. Et tu parlais de carrefour d'audience, forcément, vu les contenus partagés, les personnes en B2B et aussi en B2C vont aussi sur LinkedIn avant tout pour s'informer. Donc c'est une source d'information sur votre réseau et aussi sur l'actualité en général, d'où effectivement l'idée de privilégier ça. Et beaucoup de stats, et j'en reviens à ce que tu disais sur vos sites médias, si vous faites de la promo sur LinkedIn dans les posts, si l'internaute arrive sur LinkedIn et va sur le site média, vous avez les stats d'InfoPro, mais vous avez aussi les stats de LinkedIn qui, grâce à la data des profils, va vous dire d'où il y a les gens, leur profession, leur profil, etc. Donc il y a une granularité très fine de la data que proposent les plateformes LinkedIn, donc c'est très complémentaire. Et je rajoute qu'effectivement les marques médias ont une carte à jouer, encore une fois, dans le contexte de fake news et autres, et de valeur ajoutée informative, y compris sur LinkedIn. LinkedIn qui a eu 2 innovations, donc la vidéo native, effectivement, l'été dernier, vous avez toutes les stats des vidéos publiées sur LinkedIn, et LinkedIn qui a annoncé qu'ils allaient lancer leurs propres médias eux-mêmes. Donc ils ont déjà des journalistes, vous les connaissez peut-être, je ne vais pas les citer, mais ils vont publier du contenu signé LinkedIn. Donc ils vont devenir concurrents quelque part de Business Insider, des gros américains. Donc il y a une tendance là aussi, il faut bientôt faire des PR vis-à-vis de LinkedIn pour nos clients. Alors moi je veux mettre un petit bémol sur ce qu'ont dit mes collègues, les confrères. Moi je crois quand même beaucoup encore aux own médias, donc votre propre site. Moi je considère que la partie référencement naturel, en tout cas chez moi, n'a pas baissé, c'est le seul levier qui augmente. Les leviers sociaux, eux, baissent beaucoup. Entre autres, vous avez dû suivre Zuckerberg qui est en train de tordre le reach de Facebook en ce moment pour réduire la portée de tout ce qui n'est pas vos amis, donc de réduire la portée des médias, de réduire la portée des entreprises, pour qu'il n'y ait quasiment plus de reach organique, et ça c'est en très forte baisse.
Donc moi j'attire votre attention quand même sur le fait que tout ce que vous publiez sur LinkedIn, sur Facebook, sur un média tiers, au final ne vous appartient plus non plus. Vous perdez la pleine propriété intellectuelle du contenu, vous perdez aussi la garantie que ce contenu sera encore diffusé dans 1 an, dans 2 ans, encore en ligne, etc. Tu peux le reposter. Tu peux le reposter, mais ça va durer chauffer, si plus personne ne le voit, c'est un souci. Donc n'oubliez pas non plus le fait, en tout cas, d'avoir vos propres archives chez vous. Pour le reposter, il faut qu'il soit quelque part. D'avoir votre blog pour centraliser, pour encore travailler votre référencement naturel malgré tout, parce que c'est un peu plus durable en termes d'actifs patrimonial. Ce contenu-là, quand il est ailleurs, il n'est plus chez vous. Et les plateformes peuvent en faire ce qu'elles veulent, y compris le rendre invisible. Et là-dessus, on vit tous les jours, donc je considère qu'il faut... Le blog reste encore la source principale. Les médias sociaux sont vraiment le fait d'avoir un petit peu plus, mais moi je suis d'accord avec toi à 200%. Déjà, le blog, c'est ce qui rapporte le plus de trafic sur n'importe quel site internet, parce que c'est encore Google qui fait, je sais pas, 70-80% du trafic de ton site, de mon site, de la plupart des gens. En B2B, en B2B. Et ensuite, c'est important d'aller capturer. Le fait d'aller chercher les gens sur les médias sociaux, c'est pour les récupérer sur ta base et leur envoyer un message. Voilà. Le blog, le référencement naturel, va aller chercher des gens qui ne vous connaissent vraiment pas. Donc c'est intéressant, c'est ce premier contact, c'est le rôle de l'entonnoir. Après, les réseaux sociaux sont plus une capacité à nurturer et à conserver dans l'entonnoir des gens qui sont rentrés à un moment donné par le référencement naturel. Oui, et puis le contenu, comme tu l'as dit toi-même, il sert aussi à convaincre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là, mais il y a différents contenus qui peuvent être envoyés à différents moments. Nous, par exemple, on a une séquence très simple. Dès qu'on a un nouveau web séminaire, un nouveau produit, un nouveau concept, on a 7 messages qui sont envoyés aux personnes derrière. Par exemple, nous, on a lancé notre chatbot il y a 6 mois. Et donc, là, il y a 1 mois, on a fini toute la séquence de contenu, enfin. Et donc, dès que les gens téléchargent une checklist, tac, ils ont les 7 messages habituels avec le contenu, l'appel à l'action. Et c'est vrai que c'est une des clés. Les contenus ne sont pas faits que pour les prospects, ils sont faits pour tes clients aussi. Tu fais la transition avec la dernière partie autour de la notion de conversion et d'engagement. Qu'est-ce qu'on fait du trafic qu'on a eu une première fois, comment on l'engage? Ce qui nous intéresse, c'est bien de faire du marketing. On parlait d'intéressant, intéressé tout à l'heure. Il ne faut pas oublier d'être intéressé. Je vous disais, il faut faire des contenus passionnants, il faut faire des contenus intéressants, il faut capter l'attention. On est dans une compétition sur l'audience et sur l'attention. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on fait du marketing, qu'on est là pour vendre quelque chose, et là en particulier à la fin d'un article. Moi je considère, en particulier chez soi, qu'il faut ne pas oublier de mettre des appels à l'action, donc des call to action, des boutons vers vos offres, des boutons vers des livres blancs et des pages de capture avec des choses à donner pour récupérer les contacts. Et puis une fois qu'on a récupéré ce contact, que ce soit en social, sur chatbot ou dans une simple base mail, et encore une fois, je considère que le mail reste un média intéressant, entre autres parce que, encore une fois, ça vous appartient. Alors avec la RGPD, c'est un peu plus compliqué, il faut bien s'assurer que vous appartient vraiment et bien avoir la bonne case, mais une adresse mail est un contexte qui vous appartient. Un copain LinkedIn, enfin, une relation LinkedIn, un copain Facebook ou un fan Facebook, etc., vous appartient quand même beaucoup moins. L'adresse mail, vous la gardez, enfin, si vous avez tous les droits dessus, la RGPD. Ça vous permet de recontacter, de nurturer, d'accompagner, de relancer. Effectivement, il faut être un peu plus insistant qu'avant, donc 7 messages plutôt qu'un seul, pour réussir à percer, pour répéter. Mais tout ça va faire vos différents KPI d'engagement, le trafic, le nombre de leads collectés, et puis derrière, le nombre de clients, les étapes de conversion sur chacun de ces indicateurs. Je vous repasse la parole là-dessus. Oui, bah effectivement, on voit cette, cette mécanique hein, tous les jours. L'objectif de ce type de communication, c'est bien de générer des leads. Donc effectivement, même quand on parle d'un article produit pour une marque et hébergé au sein d'un site média, bien évidemment, on a un maximum de call to action, on a des appels vers des livres blancs, des appels vers... Vous avez fait une opération avec vous pour SAP bien évidemment. Pour amener justement du trafic vers une landing page avec derrière un programme avec plus de 9 livres blancs. Exactement, on est vraiment dans ce... Alors le contenu posté, le contenu hébergé peut être vraiment la première phase du nurturing, hein, la phase amont, mais on est bien dans cet objectif de générer du business, hein, in fine.
Et donc ça passe effectivement par du lead, alors qui sera sans doute, en tout cas on espère, plus maturé qu'un simple lead à qui on a envoyé un dispositif direct response uniquement sur sa base mail. Là il aura eu ce lead du contenu en amont, il saura de quoi on parle, il aura effectivement peut-être mûri son projet. On sera plus dans la détection de projet que dans la qualification, mais l'objectif c'est vraiment de générer du business in fine, et c'est pour ça que les marques nous font appel quand elles souhaitent produire du contenu avec nous. François, tu voulais montrer quelques indicateurs sur LinkedIn de conversion d'engagement? Vous voulez rebondir sur autre chose? Non, je peux juste partager des pratiques simples quand vous postez. Alors déjà, tu parlais des contacts. Vous pouvez exporter vos bases de contacts sur Excel et garder, si vous avez peur que LinkedIn ferme du jour au lendemain, vous priez de cet accès-là, vous pouvez tout télécharger, tout classer. Moi, ils ont fermé mon compte une fois du jour au lendemain. Alors, j'étais un peu responsable, j'avais pas fait toutes leurs règles de bonne pratique et j'avais un petit outil qui automatisait les invitations sur LinkedIn qui m'ont demandé de retirer. Et pour me forcer dans leur demande de retrait, ils ont fermé mon compte et celui de la boîte. Ce qui fait que j'ai été assez rapide pour retirer le petit plugin Chrome derrière. Mais ils ont quand même la main dessus. Ouais, donc vous pouvez exporter vos bases de contacts. Après, c'est une vraie question aussi quand vous managez des commerciaux. Les bases de contacts, elles appartiennent aux personnes, elles n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc ça négocier avec eux. Alors je ne sais pas ce que dire, j'ai payé sur ce sujet-là. Après, dès que vous faites un post, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, il y a des gens qui s'engagent, il y a des gens qui like, il y a des gens qui partagent, des gens qui commentent. Donc allez sur le profil de ces personnes-là, faites des demandes de connexion en expliquant pourquoi, motivez toujours, je veux me connecter avec vous parce que, c'est ça qui m'intéresse. Il faut garder à l'esprit que les gens qui sont sur LinkedIn, contrairement à Facebook, ils investissent du temps, ils sont là pour apprendre des choses. C'est pas le même mindset que d'être sur Facebook où entre guillemets, on perd du temps, on tue le temps, où on regarde des vidéos drôles. Sur LinkedIn, on est dans une démarche professionnelle. Donc l'idée c'est de développer vos contacts, y compris les gens que vous avez déjà en contact, ça permet de faire coucou et d'entretenir une relation commerciale et de générer du lead. Et encore une fois, de créer de l'attention, c'est donc une manière simple. Après, il y a plein de techniques effectivement gratuites et payantes sur LinkedIn pour développer votre base de prospects. Pour en parler après si vous voulez, entrer dans trop de détails techniques là tout de suite. Alors, donc bien entendu, juste pour rajouter un petit mot, comme tu as dit, il faut faire du contenu, il faut que ça convertisse derrière. Moi, je rappelle bien sûr qu'il y a l'email, tu l'as bien dit toi-même, mais il y a aussi plein d'autres canaux qui sont, je dirais pas nouveaux, mais qu'il ne faut pas oublier d'exploiter. Par exemple, la notif via le navigateur, c'est un petit truc qui ne fonctionne pas trop mal. Ça fait un taux d'ouverture entre 5, enfin taux de clic plutôt, entre 5 et 8%, donc c'est pas mal. C'est quand vous avez un site internet qui vous dit vous voulez recevoir les alertes et tout ça, puis à la fin en bas vous avez un petit message qui dit tiens, il y a une nouvelle actu qui vient d'arriver. C'est intéressant, comme je disais, ça permet de convertir un petit peu des visiteurs, ça permet de leur envoyer une petite actu, une petite news, c'est pas mal. Facebook, même si c'est le reach naturel est vraiment en baisse, moi en fait je milite quand même pour qu'une marque B2B ait une page Facebook. Là chez Locan actuellement, je milite avec un succès pour l'instant pour avoir la page Facebook officielle, mais c'est important pour humaniser la marque. Puisqu'en fait, autrement, sur Twitter, on en est encore très pro, sur le blog, on est encore super pro, sur LinkedIn, on est super pro. Le seul endroit où on peut vraiment montrer de l'émotion, montrer un petit peu les coulisses et tout ça, c'est vraiment Facebook. Et c'est là aussi qu'on fait un live. En marque employeur. En marque employeur, voilà, en marque employeur. Surtout que dans le domaine du logiciel, on a beaucoup de mal à recruter des développeurs et ça permet de montrer vraiment l'envers du décor, montrer qu'on est une boîte fun. Et pas mal de gens nous ont dit ok, c'est grâce à ça qu'on fait ça. Et Facebook est également intéressant parce que une fois que vous avez quelqu'un qui est venu sur votre site web, c'est super important de pouvoir le convaincre. Et donc le convaincre, c'est le retargeting. Et ça, si vous ne mettez pas en place un retargeting après une visite sur votre site web, c'est vraiment dommage parce que vous allez perdre vraiment beaucoup de prospects potentiels. Donc je vous invite systématiquement sur vos pages de livre blanc, peut-être pas sur toutes les pages de votre site parce que sauf si vous avez un tout petit site et vous êtes très spécialisé, c'est faire du retargeting derrière au minimum sur Facebook, etc. Donc c'est important. Et sur Facebook, on peut également voir un peu le bot, mais le bot qui envoie des messages est encore très... Alors, ça offre une très bonne conversion, et il y a trop peu de gens qui interagissent avec votre page pour pouvoir en fait avoir un bon ROI. Voilà.
Gabriel, je voudrais poser des questions sur les fichiers à l'heure du futur RGPD. Parce que par exemple, ce salon All for Content, il a été créé essentiellement à partir de mailing sur Doc Marketing. Donc est-ce que demain, on va avoir comme ça des fichiers vendus à l'interprofession, on pourra, entre guillemets, spammer autant qu'on veut des sites. Comment vous vous préparez vous-même? Sur LinkedIn, moi j'ai l'impression qu'on ne peut plus extraire son fichier contact. À une époque, on pouvait, on a un clic, on avait tout le monde. On peut toujours. Il n'y a pas longtemps, ça marche encore. Ça marche encore. Je te montrerai, je te ferai une formation particulière. Je veux bien, parce que là j'avais 5000 contacts, sympa, mais je ne savais pas du tout comment les récupérer d'un coup. Est-ce que vous savez? On peut extraire les archives en fait. D'accord. Bon. On peut tout en fait faire. Mais bon, comment vous préparez par rapport le bon fichier contact qu'on a depuis des années, comment vous préparez chacun d'entre vous pour gérer le futur post-RGPD? Je vais donner mon point de vue en lecture. Moi, je crois que c'est un peu le nouveau bug de l'an 2000. Quoi. On s'est beaucoup préparé, on a fait beaucoup de bruit et il ne va pas se passer grand-chose après le 23 mai. Entre autres parce que c'est très dur à réguler et je ne suis pas Adopi, on en a beaucoup parlé, mais je ne connais pas grand monde. Alors, je connais des gens qui ont reçu des mails, je ne connais pas grand monde qui a été condamné. Je pense que c'est un peu la même chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adopter des meilleures pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre n'importe quel fichier, le balancer, etc. Donc il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait avec les bases de contact pour ne pas être spammant, ne pas être mal perçu, surtout ne pas oublier toujours le lien de désabonnement et la possibilité à quelqu'un d'arrêter de s'abonner. Aujourd'hui, ce que je trouve très agaçant, mais qui est assez efficace malgré tout, c'est tous les nouveaux logiciels de prospection à outbound, comme Datananas, comme Enilite, comme ICO, qui font des séquences de mails, et là ils sont assez vicieux parce qu'ils ne vous envoient plus les mails à partir d'un outil d'emailing, mais à partir des boîtes perso des commerciaux. Donc il n'y a plus de lien de désabonnement, et il n'y a plus de façon de pouvoir dire aux gars arrête de me spammer, ça ne m'intéresse pas, j'en suis au 6e mail, je sais que je dois en avoir encore 3 autres ou 4 autres, et ça c'est très pénible. Donc il faut retrouver des bonnes pratiques pour que le marketing, oui on doit être un peu insistant, oui, si on veut passer dans un monde d'infobésité, je dis à mes clients qu'il faut faire plusieurs mails, mais il faut aussi écouter quand quelqu'un dit stop, pouvoir être capable d'arrêter vite, de lui donner la possibilité d'arrêter lui-même. Et effectivement, moi je crois que des métiers comme Doc Marketing, ou comme le FAC, ou comme d'autres, effectivement ils doivent être en danger aujourd'hui, mais malgré tout on en aura toujours besoin. Enfin, sauf à ce que la police de la RGPD embauche des milliers de policiers pour aller traquer nos mails. Enfin, je pense qu'on fait beaucoup de fois là-dessus. Il y a un gros lobbying. La semaine dernière, il y avait la nuit de l'intelligence artificielle organisée par Artefact et Francis AI. Il y a beaucoup de startups et même des politiques, et Laurent Alexandre, le premier en tant qu'influenceur, je raconte ça dans Forbes, qui plaide pour une RGPD light parce que ça peut vraiment brimer le développement de certaines startups et autres. Donc il y a aussi ce mouvement pour une RGPD soft, pas trop restrictive auprès des sénateurs, auprès des députés qui comprennent pas grand-chose de digital, même si, enfin en tout cas au Sénat, l'Assemblée nationale ça va un petit peu mieux. Donc on va voir à quelle sauce on a été mangé, mais je souscris ton point, beaucoup de bruit, pour rien je sais pas, mais bon, la réalité après va nous rattraper, donc à voir qui sont les gendarmes derrière, qui vont taper dessus, mais voilà, en France, il y a ce mouvement aussi pour une RGPD soft qui est en train d'émerger, de gens qui ont une certaine audience auprès de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà. Ce qui fait peur avec la RGPD, c'est le montant de la prime. Il y a un pourcentage du chiffre d'affaires, donc il peut faire des très grosses primes. Je te donne un exemple. Alors en fait, moi je suis partagé en fait sur les deux sujets. Alors, à titre personnel, je me dis aussi comme toi, c'est beaucoup de foin pour pas grand chose et que finalement il n'y aura pas grand chose, mais c'est pas forcément le cas. Alors je vous invite à taper CNIL Darty amende 100 000 € sur Google, et vous verrez qu'il y a déjà eu un jugement, une action qui a été faite de la CNIL pour condamner Darty à payer, je crois que c'est 100 000 € donc d'amende pour avoir mis en fait en accès libre des données privées, qui sont des fichiers clients. Alors, c'est complètement injuste pour moi, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait c'est une solution de self-service qui était utilisée, qui avait une faille de sécurité.
cette faille de sécurité n'était pas visible, ils n'utilisaient pas la fonctionnalité, mais il y a quelqu'un qui les a dénoncés. Donc en fait, on voit bien que c'est un jugement pour l'exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les grosses marques, c'est pas forcément vous, les petits dans notre coin, ou un freelance, ou une agence qui se fera taper sur les doigts. Mais je pense que si on veut vraiment avoir un effet psychologique, il y aura peut-être quelques exemples. Et c'est des grosses boîtes comme Orange, c'est des grosses boîtes comme, là on l'a vu, le Darty, qui vont peut-être servir un petit peu d'exemple et payer un petit peu les pots cassés pour faire peur aux autres et faire rentrer tout le monde dans le rang. Donc voilà, je vous invite à regarder ce jugement-là. Je pense qu'il sera cassé parce que c'est vraiment totalement aberrant et imbécile. Mais voilà, j'attends de voir un peu. Mon avis initial, il y a encore 2 semaines, tu m'aurais dit ça, je te dis non, il ne va jamais y arriver. Là, je me dis, est-ce qu'il y a une volonté? Il y aura des jugements pour l'exemple. Ah, c'est clair, mais il y en a déjà eu. C'est ça qui est important, c'est qu'il y en a déjà eu un qui est arrivé il y a 2 semaines. Donc voilà, beware. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il nous reste 5 minutes. Sur les prix, ce matin je discutais un peu avec Pimbin, il disait qu'ils avaient fait les cours de bourse des freelances, que selon les sujets, ça peut monter à 700 € le feuillet. Donc c'est quoi pour vous les grilles de tarifs, les barèmes Je vais pouvoir te répondre en direct, parce que comme je te dis, moi je suis blogueur et influenceur entre guillemets. Mon plus haut poste payé, c'est 1200 € pour je crois 2-3 pages. Là c'est plus cher. En moyenne, c'est 350. Y compris diffusion. Y compris diffusion, oui, je fais un pack. Mais là, on parle que de rédaction. Ouais, bon, après, si tu passes par des petits freelances, je pense que tu peux arriver à un prix intéressant, peut-être 100 €, un truc comme ça. En dessous, si tu as des articles à 10 €, c'est pourri. Voilà. Bon, c'est mon avis personnel. Ça n'a pas d'intérêt, le prix du feuillet en soi. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout l'accompagnement autour. Parfois, le prix d'un feuillet par rapport le prix d'un feuillet à un freelance et tout ce qui est l'accompagnement autour par le chef de projet, par le chef éditorial, appelons ça comme on veut, c'est du temps. Alors effectivement, plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a un rédacteur qualifié, puis on va payer cher, mais on aura moins d'accompagnement. L'idée, c'est de voir le contenu global, payé et diffusé. Effectivement, c'est plus ça que... Et le reposting, ça coûte combien sur LinkedIn, le reposting d'un article? C'est quoi les influenceurs sur LinkedIn sont pour l'instant pas... Enfin, moi, j'ai pas vu d'études. Je connais plus les prix sur Instagram, plus en B2C. En B2B, aujourd'hui, déjà, les influenceurs LinkedIn officiels avec le logo influencer, ça, c'est déjà LinkedIn qui donne le label à quelques personnes qui sont obligées de publier des articles. Après, le terme d'influenceur, quand on a X milliers de followers sur LinkedIn, c'est pas encore trop utilisé aujourd'hui à des fins commerciales. On n'est pas payé pour reposter quelque chose parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont beaucoup plus à titre personnel, sous un angle professionnel. Donc, pour l'instant, c'est une tendance qui n'a pas émergé sur LinkedIn, ce qui existe aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur Snapchat avec le fameux Star. Juste pour donner nos prix, nous on va être entre 400 et 200 € par article, qui vont faire un feuillet et demi, voire 2 feuillets, parfois 3, et là c'est peut-être un peu plus cher. Enfin, on est plutôt dans la tranche des 400 quand on est vers 3 feuillets. Et les livres blancs, c'est quoi à peu près les prix? Des formats, selon le format, on va avoir des formats à 3 000 € pour une quinzaine de pages. À 6 000 pour une trentaine de pages, et puis après il y a la mise en page aussi qui rentre en jeu. Mais après, auprès d'un freelance, on peut potentiellement trouver à moitié prix, vu qu'il n'y a pas la couche gestion de projet, accompagnement. Et chez vous, ouais, bah, comme je ne parlerai pas forcément de prix, je parlerai plutôt du fait de, c'est vrai, de ramener, comme vous l'avez dit, hein, ce prix au feuillet, pardon, à une donnée de performance plus globale. Quel a été le nombre de visites? C'est quoi, quand on parle d'un article, le temps moyen de lecture par visite? Qu'est-ce que ça a généré ensuite comme lead? Et là, on parle de scénarisation, on parle d'orchestration, et on parle aussi de gestion de projet, comme vous l'avez dit. Et c'est ça, c'est vrai, qui constitue aussi la valeur. Hein. Parce que voilà, un article jeté ou un contenu qui n'est pas accompagné, en tout cas, il n'a pas beaucoup de chances d'être performant. Donc le prix aussi doit valoriser ce service en amont, pendant la diffusion, et aussi en aval en termes de reporting, en termes de pistes d'optimisation. Et c'est ce tout qui fait le tarif. Je voulais poser une question sur la publication sur LinkedIn d'articles, pas de news. Est-ce qu'on peut publier le même article
sur LinkedIn et sur un blog. Est-ce qu'il est préférable de le faire plutôt sur le blog et de renvoyer sur le blog ou sur LinkedIn? Parce que j'ai l'impression que Pulse est pas en perte de vitesse, mais moins valorisé qu'il n'a été sur LinkedIn. Moi, je sais pas où se trouve Pulse aujourd'hui. Ouais. Pour moi, Pulse est mort. Mais en même temps, ça existe quand vous tapez Pulse, vous pouvez y accéder. Donc c'est mort. S'il faut taper pour trouver quelque chose, c'est mort. Autrement, les articles, même si c'est... Bon, pour répondre à votre question, j'ai pas... Enfin, je sais pas si c'est un point de vue sur la question, mais moi, j'ai pas vu moi, pour l'instant, je dirais... Non, ça s'appelle Pulse, ça. Non, ça s'appelait C'était Pulse. Oui, c'était. C'est celui, je sais pas. Et ça s'appelle Write an Article. Voilà. Donc on oublie Pulse. On parle d'influenceurs, éventuellement. Moi, j'ai pas vu de vraies sanctions. Enfin, j'ai pas de blog en dehors de mon blog LinkedIn parce que je vois plus l'intérêt. On parle de carrefour d'audience. Pour moi, l'audience, elle est d'abord sur LinkedIn. Elle peut être sur votre blog si vous avez l'antériorité, des newsletters, etc. Mais from scratch, moi je trouve que c'est plus intéressant d'ouvrir son blog sur LinkedIn. Après, faites du copier-coller, mais je pense pas que ce soit... C'est mon point de vue, hein, Gabriel. Je pense pas que c'est pas le même, donc je vais donner le mien. En termes de SEO, officiellement, oui, il ne faut pas faire du copier-coller, mais bon, là, vous touchez une audience différente. Il y a quelques temps, tous vos contacts étaient au courant quand vous aviez publié un article. Aujourd'hui, ils le font moins, mais vous aviez une audience, entre guillemets, un peu plus garantie en passant par LinkedIn. Moi, je dirais qu'il faut d'abord publier sur votre blog, parce que vous créez l'antériorité chez vous. Après, vous pouvez le copier-coller sur Pulse, enfin l'ex-Pulse, mais effectivement, LinkedIn est en train de le tuer. Le reach d'un post avec un lien vers un article écrit dans LinkedIn est aussi dégueulasse que le reach d'un post avec un lien externe. Donc effectivement, LinkedIn aujourd'hui cherche à favoriser les conversations au sein de LinkedIn. Donc il faut que dans le post qui fait 1000 caractères, ou 1200, je ne sais pas exactement, faut en gros que votre contenu tienne dans les 1200 caractères du post, avec une image peut-être en plus, ou une vidéo native, mais c'est ça qui aura le meilleur reach. Donc c'est quand même beaucoup plus court, 1200 caractères, donc moins d'un feuillet, que ce que faisait un article dans l'ex-Pulse ou sur votre blog. Et on est beaucoup dans les contenus que tu décriais tout à l'heure, à savoir les storytelling et le page de ça a été très dur. Après, mais j'ai réussi à réussir et je finis avec un hashtag ou quelque chose. Si on vient voir votre profil, ensuite on va regarder votre activité. Statistiquement, vous publiez beaucoup plus de posts que d'articles. Donc, quand vous publiez un article, c'est que vous avez vraiment un point de vue sur une question. Donc, en termes de personal branding, moi je dirais c'est bien de publier des articles et de ne pas faire que les posts, parce que voilà, on poste beaucoup plus de choses. Donc, il y a un enjeu. Quand vous publiez un livre blanc avec nos camarades, voilà, c'est un article a beaucoup plus de valeur, de poids, en tout cas dans votre image, dans votre profil LinkedIn. Un article et mes 3 anciens posts. Et vous n'avez pas de stats, puis c'est plus facile de retrouver les stats sur vos articles. Voilà. Il ne faut pas hésiter à les illustrer, d'ailleurs, mettez des photos, hein, depuis tout à l'heure. Bonjour, j'ai une question sur les contenus, parce que dans le B2B, il y a beaucoup de fournisseurs de solutions qui voudraient pouvoir générer de l'émotion et parler de leur expertise, qui peuvent avoir de très beaux clients, de très belles références, mais pour des raisons de confidentialité ne peuvent pas partager leur expérience, et qui pourtant veulent être actifs et sont très dynamiques et ont une très bonne façon de rédiger, mais il y a une véritable difficulté sur le choix des thématiques qu'on peut mettre en avant. Et quels seraient vos conseils pour avoir une visibilité régulière sur le web, enfin voilà, et pas que le web, mais sur les contenus, le choix des thématiques. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le travail des personas. Si vous mettez au-delà du cas client, il y a un truc que je dis souvent sur le cas client. Le cas client, c'est un très beau contenu, c'est un contenu que vos commerciaux adorent, mais c'est un contenu qui intéresse assez peu vos prospects. En tout cas, il va assez peu intéresser vos prospects en phase de sensibilisation quand ils sont en haut de l'entonnoir et qu'ils ne vous connaissent pas bien. Ils vont être intéressés par vos cas clients juste avant de signer pour savoir si leurs confrères, d'autres collègues ont bien travaillé avec vous et sont contents. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant le cas client, c'est au moment de la réassurance. Et sauf si vous avez fait gagner quelques milliards de dollars à Apple, un cas client ne va pas attirer une attention folle. Donc c'est pas nécessairement le meilleur contenu, et c'est dommage effectivement que quelques très beaux clients comme Apple peut-être n'autorisent pas les agences à communiquer. J'en sais quelque chose. Mais pas forcément les agences, hein. C'est vrai aussi après pour les fournisseurs de solutions.
Les vrais sujets qui vont intéresser vos prospects, c'est les réponses aux questions qu'ils se posent. Et les réponses aux questions qu'ils se posent ne parlent pas nécessairement de vous ni de vos clients. Mais alors comment ne pas être redondant par rapport à tous les concurrents? Par rapport à tous les concurrents, ben, Ouais, vous êtes dans quel secteur? Moi, je suis une agence de relations presse. D'accord. Et vous voulez faire des contenus pour vos clients ou pour... Là, oui, on fait du contenu pour les journalistes, mais il y a quand même toute une réflexion aussi dans l'environnement de production de contenu. Alors après, c'est vrai que ça va être compliqué. Il y a des secteurs où déjà tout a été dit. Je prends souvent l'immobilier comme secteur, sur comment acheter une maison, comment emprunter, machin. Tout a été dit, archi redit. Les batailles SEO de malade là-dessus, il faut juste oublier. Il faut aller faire autre chose, prendre le patron de la boîte d'immobilier, le faire courir nu dans le marathon de Paris, enfin trouver des trucs un peu plus fous pour réussir à faire parler de cette agence immobilière. Après, on est dans d'autres secteurs, B2B, de l'industrie, machin, il y a souvent très peu de choses, et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à les points de tes concurrents, très peu de choses qui ont été dites. Donc on va chercher les questions que se posent les prospects, on regarde dans les outils de type SEMrush, etc., là où il y a de la demande, de la recherche et pas beaucoup de réponses, et on va trouver des idées de sujets, et c'est un travail un peu fastidieux de recherche, d'interrogation, mais on va trouver des idées de sujets aussi sur LinkedIn, et on va pouvoir traiter ces sujets en ayant un point de vue différent, en prenant des positions. Si c'est un peu bataillé, on peut faire le buzz en disant le contraire de ce qu'a déjà dit le concurrent. Et ça va chercher de la polémique, ça va faire un peu de sensation et on va réussir à se positionner aussi. Donc après, il y a des techniques, il y a un peu de... Et c'est la discipline qui fait le succès aussi. C'est de se dire, quoi qu'il arrive, il faut que je réussisse à en trouver un, et il y en a 1, 2, 3 qui ne vont pas marcher, mais le quatrième va marcher, et le 1, 2, 3 qui ne marchent pas. Et au global, on fait grossir le trafic, on fait grossir la notoriété, etc. D'autres questions? On a dépassé le timing. Vous pouvez faire des recherches d'ailleurs par sujet sur les contenus LinkedIn. Ça marche que sur la version anglaise de la plateforme, mais dans les résultats du search, vous avez people, jobs, companies et content. Et dans content, vous avez tous les posts d'actualité pour sentir un petit peu les choses. Et je crois qu'on va passer aussi un petit peu à la conclusion, mais soyez ambitieux sur les contenus. On a commencé par là, mais je me souviens de Volvo Trucks. Je ne suis pas un fan de camions, hein, mais bon, ils avaient quand même fait une super vidéo avec un influenceur qui s'appelle Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était des camions avec Jean-Claude qui faisait le Monte-Carlo. Voilà. Ça a eu un impact de dingue. Ils ont vendu beaucoup plus de camions en termes de notoriété. Donc, ce qui prouve que parfois les recettes du B2C et puis que le B2B, ça marche. On peut faire aussi rêver les gens. Il ne faut pas se mettre de barrière. Faut se mettre de barrière là-dessus. Gabriel, tu veux nous mettre Jean-Claude? Je mettais Jean-Claude avec voilà. Donc ça c'est le fake, mais est-ce qu'il est fake? Excuse-moi. Ouais. Alors après ils ont fait d'autres vidéos avec des camions pour montrer la précision des conducteurs, et pourraient le faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais voilà, en gros, ils s'écartent, il ne faut pas casser Jean-Claude entre les deux camions qui fait grand écart. Voilà, 60 millions de vues. Un petit clin d'œil à mes anciens camarades de livre. Moi, si je dois conclure, connectons-nous sur LinkedIn, voilà, c'est assez simple. Mais c'est une mine d'infos. On a même Roll, voilà, c'est la vraie vie. Les jeux du direct. Peut-être même du mid-roll, histoire d'être sûr que ça se vide rapidement. Une conclusion, Olivier? Oui, je voulais peut-être juste rebondir sur le sujet, effectivement, de parfois la difficulté de produire du contenu. Comme tu l'as dit, faire témoigner les clients, c'est pas toujours la bonne recette. On peut aussi parler de sujets de fond. Nous, on a beaucoup travaillé sur le retail. Bon, après, on a la marque pour LSA. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le retail, des parcours shoppers qui changent complètement. Les magasins sont un peu perdus. Est-ce que je dois me mettre à la réalité augmentée ou pas? Et pouvoir sortir un baromètre, pouvoir sortir des chiffres sur quel est le taux d'équipement aujourd'hui en France, quels sont des points de vente, quelles sont les intentions des points de vente en termes d'équipement,
quelles sont les perspectives business que voient les enseignes. Ben voilà, on se place avec un peu de hauteur par rapport au sujet, on délivre de l'information à ses pairs de manière voilà, un peu gratuite. Hein. On se pose en fait comme marque référente sur le sujet, et ça, c'est aussi une manière différente d'émerger par rapport à ses concurrents, et effectivement de capter des prospects avec, encore une fois, voilà, cette position un peu au-dessus de la mêlée. On ne parle pas de ses solutions, on ne parle pas de ses clients, mais on se pose comme marque qui délivre de l'information. Frédéric ? Moi je finirais par dire que le contenu c'est bien, mais après il faut transformer. Et actuellement nous c'est notre plus gros challenge, puisqu'en fait on génère du lead. D'après derrière, le problème c'est convertir ces gens-là en prospects, en opportunités et en clients. Et en fait, vraiment j'insiste sur le fait, surtout en B2B, qu'il faut décrocher son téléphone. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Vous allez vous rendre compte si vous mettez une stratégie de content marketing vraiment efficace. Vous allez générer des leads, et vos commerciaux vont dire bah non mais les leads ils sont pas de qualité, j'ai envoyé un email et puis il n'a pas répondu. Et donc il faut vraiment noter les leads et scorer, et après les appeler. Si autrement vous serez vraiment toujours déçu de toutes vos stratégies, dont celle de content marketing. Et pour terminer, vous avez un potentiel énorme, c'est tous vos collaborateurs, votre communauté d'alliés. Encore une fois, qui peut se trouver sur LinkedIn, le contenu est fédérateur de cela, ça développe votre grande culture, comme dirait notre ami Daniel. Mais voilà, et ça peut aussi passer par la formation des collaborateurs, des commerciaux et autres, pour expliquer que c'est leur intérêt de relayer vos contenus et aussi de relayer d'autres contenus qui leur sont propres, qui développent leur propre personal branding, mais qui est encore une fois au service de votre entreprise. Merci à tous. Conversion, moi je vais parler du livre blanc qu'on a sur l'inbound marketing sur notre site, qui nous permettra de vous mettre dans notre base de données, de vous envoyer cette mail derrière et d'obtenir un rendez-vous avec vous si vous le souhaitez. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, vous avez mon profil. Il y a un blog tous les jours pour partager l'expérience qu'on peut avoir autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat. Voilà, merci à tous. On est très contents.